Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Qu'on a une grosse émission à vous présenter, les amis. C'est pas parce qu'on finit demain en saison régulière qu'on vous n'a pas mis le paquet aujourd'hui. Il y a tellement d'affaires, Olivier. Bonjour. Ça sera magnifique parce que ça va donner l'occasion à nos auditeurs et auditrices d'intervenir dans la discussion. On veut avoir votre opinion. En particulier, notre premier sujet, je suis sûre qu'il va vous interpeller parce que ça vient tout juste de finir. Le premier ministre Carney qui était en conférence de presse, c'est rare qu'elle dure aussi longtemps, mais là, on parlait de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et là, il a annoncé aujourd'hui à Ottawa, en fait, c'est à Toronto qu'il l'annonçait, mais c'est à Ottawa qu'on a concocté cette nouvelle stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. On vient d'exposer tout un plan en 6 points. Où ce qu'on veut, entre autres, ce qu'on dit, le discours officiel, c'est on veut protéger les Canadiens et Canadiennes, surtout les enfants, de toute cette intelligence artificielle qui pourrait amener des dérives. On a eu quelques exemples d'ailleurs récemment. Et en même temps, il faut qu'on suive le pas parce que les Américains, eux, sont déjà engagés beaucoup dans les intelligences artificielles depuis des années. Il y a beaucoup de bidous, beaucoup d'argent. Puis c'est pas juste quelques milliards, là. On parle de sommes incroyables. Alors, et il y a la question de la confiance aussi. Il y a la question des données, parce que qui dit intelligence artificielle dit un énorme contrôle de nos données. Par qui, des fois, on le sait pas. Alors, c'est un peu la question que je vous pose. En fait, il y a pas qu'une seule question. Je pourrais vous dire, tu sais, c'est quoi les craintes que vous avez face à l'intelligence artificielle, mais en même temps, il y a toute la question du retard du Canada par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport aux Américains, les Asiatiques, par rapport aux autres, aux étrangers. Puis il y a vous, est-ce que vous l'utilisez déjà? Pensez-vous que vous allez perdre votre job? Voyez-vous toutes les questions qu'on a? C'est fou, là. Plusieurs questions dans une très grande question. Mais voilà. Ça, c'est l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Ouais. Appelez-nous. 1-877-827-2346, 1-87-Cube Radio. Si c'est trop compliqué, prenez un petit coup de fil, appelez-nous pour être en mesure de répondre. Voilà. Puis en fait, c'est pas compliqué c'est sûr qu'on a tous et quand on parle de littératie scolaire, financière, là, quand il s'agit de parler du numérique, c'est là où tu te rends compte que c'est vaste. C'est tellement vaste, puis on sait pas comment l'attraper, mais finalement, peut-être que tous, on s'en rend pas compte, mais on utilise déjà l'intelligence artificielle plus souvent qu'on pense. On va en discuter tout de suite avec Francis Coates, qui est expert en sécurité, formateur à l'École de technologie supérieure. Il est aussi chargé de cours en éthique de l'intelligence artificielle à l'UQAM. Ses étudiants l'adorent, m'a-t-on dit. Pas tout le temps, ça dépend. C'est ceux qui veulent travailler et apprendre des choses, oui. Merci d'être là, Sauver Francis. des crédits gratuits, non. Merci beaucoup d'être là parce que tu m'as justement écrit aujourd'hui pour... tu voulais vraiment parler aussi de l'importance des données, de tout ce qui touche aussi l'aspect financier. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans les finances. On va revenir à ça. Je vais présenter également Olivier Blais, qui est cofondateur et chef des technologies, c'est Move AI. Bonjour, Olivier. Bonjour. Merci de m'inviter. Bon, alors, je vais vous lancer tous les deux. Vous avez vu cette stratégie nationale qui vient d'être annoncée par Mark Carney, qui lui-même disait, je m'y connaissais pas tant, mon intelligence artificielle, mais on est rendu là. Si vous voulez bien, j'aurais envie de vous faire écouter d'ailleurs un extrait que j'ai filmé moi-même pendant cette conférence de presse. Voici Mark Carney qui parle d'intelligence artificielle. Expert dans l'IA, mais ce qui est fondamental, on doit prendre des mesures et le gouvernement prend des mesures afin de protéger nos enfants, nos données et notre privacy, en effet, et puis de renforcer notre souveraineté dans le domaine de l'IA. Voilà. Mais évidemment, ça a été une longue conférence de presse. Là, Mark Carney qui dit on est rendu là, on n'a pas le choix. Il a beaucoup parlé de se protéger. Olivier Blais, votre première réaction, là. Beaucoup de gens disent on a un certain retard, là, puis on n'a comme pas le choix. C'est vrai qu'on est rendu là. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier? Définitivement. On a un très grand retard sur nos voisins du Sud, mais aussi sur l'Union européenne et sur l'Asie. Et ce retard-là,
est autant au niveau de la fabrication de l'intelligence artificielle, mais je dirais que moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je peux vous donner l'exemple. Moi, j'aime beaucoup parler, par exemple, de Canadian Tire, qui est un joyau canadien. Leur plus grand compétiteur, c'est Amazon puis c'est Walmart. Et il y a plus de scientifiques de données qui utilisent l'intelligence artificielle dans chacune de ces entreprises que d'employés chez Canadian Tire dans leur maison mère. Donc, d'être en mesure de pouvoir rattraper notre retard pour être plus compétitif, ça prend de l'organisation. Puis j'apprécie le fait qu'on s'organise présentement avec notamment cette stratégie qui a été mise de l'avant. Ouais, Francis, tu as regardé la stratégie. Justement, c'est drôle parce qu'on se parlait plus tôt ce matin. Tu m'as donné l'exemple de Canadian Tire. On parlait justement des cartes puis du data, tout le data financier qui était déjà contrôlé par d'autres, par des étrangers, comme vient de le dire Olivier. Donc beaucoup d'Américains, beaucoup de grosses compagnies américaines. Ben, j'aime la distinction qu'Olivier fait entre le retard technologique en termes de déploiement là, de notre capacité technologique versus aussi le retard face plus à l'utilisation dans nos PME, etc. Donc, je vais dire l'adoption, si on veut, là, de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui me touche là-dedans, là, c'est que là, on utilise des termes qui sont un petit peu galvaudés. Là. Des fois, j'ai l'impression un petit peu d'assister à une pièce de théâtre. Là. Quand on parle de souveraineté, écoutez, là, numérique. Le Canada, je vois pas comment, personnellement, le Canada va atteindre une souveraineté en matière d'intelligence artificielle. Là. On a juste à voir les quelques joueurs comme NVIDIA qui ont la capacité de fabriquer les composantes électroniques requis pour faire de l'intelligence artificielle. Ben, ça reste que j'ai beau vouloir avoir des plateformes, ces plateformes-là doivent rouler sur des équipements et on ne peut pas contrôler, on n'a pas la capacité présentement au Canada de contrôler l'entièreté là, de, si on veut, cette chaîne de production-là, là, entre d'avoir des équipements pour au final avoir vraiment une plateforme qui roule et être capable de faire ce qu'on appelle des prompts, là, des commandes. Là. Il va falloir que tu fasses beaucoup d'éducation. Quand vous nommez quelque chose, il faut que vous expliquiez un petit peu. NVIDIA, on va rappeler, leader mondial en intelligence artificielle, en calcul informatique, c'est ça? En calcul. NVIDIA, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'était des puces pour des processeurs graphiques. Fait que ceux qui jouent à des jeux là, qui demandent énormément là, de puissance de calcul, le CPU, hein, le cœur, si on veut, le cerveau de l'ordinateur, c'était pas assez. Donc, ça prenait des cartes graphiques de haute performance et on s'est rendu compte que ces GPU-là, donc on ne parle pas d'un CPU, mais d'un GPU sur une carte graphique, ben, ça avait la capacité de faire bien d'autres choses. Ça fait des années qu'on utilise ça, entre autres, dans le hacking pour craquer des mots de passe. C'est ça. On craque des mots de passe avec quoi? Avec des cartes graphiques, parce que ça a une capacité de calcul qui est exceptionnelle par rapport à un CPU ordinaire, entre autres choses. Là, je vulgarise, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour l'intelligence artificielle, les GPU, ça devient très intéressant. On l'a vécu en NVIDIA, c'est américain. Ben, NVIDIA, ben, c'est ça. Là. Fait que là, on part du principe que, on contrôle pas NVIDIA, là, puis on contrôle pas les puces qu'on va utiliser. Olivier, tu veux renchérir là-dessus? Oui, tout à fait. J'irais même plus loin que ça. Je pense qu'un des enjeux qu'on a, puis bien honnêtement, je partage ce qu'on vient de mentionner par rapport à, je dirais, le manque de réalisme un peu de ce plan de souveraineté. On a Google, OpenAI, on a Microsoft, on a AWS, on a Meta. C'est des géants du web et c'est eux autres qui se partagent un peu la tarte de des environnements de données, des environnements de calcul et des environnements de solutions d'intelligence artificielle qui sont utilisés par les personnes et par les entreprises. Donc, on parle d'un oligopole qui est majoritairement américain. Donc, d'un point de vue géopolitique, je comprends pourquoi on parle de souveraineté, maintenant avec Donald Trump et avec les relations qui se sont ternies. Par contre, on peut pas vraiment penser qu'on va rattraper, je vais dire, 30 ans de travail dans le développement de semi-conducteurs, de cartes graphiques, de mise en place de logiciels d'intelligence artificielle. Je pense que c'est une vision qui pourrait être intéressante d'un point de vue géopolitique. Je pense que on doit parler en trillions de dollars si vraiment on veut être capable de pouvoir faire quelque chose. Puis je sais même pas si on a la capacité de le faire. Ah ouais.
Mais moi, je lisais encore ce matin, puis on a eu l'occasion d'en discuter ici avec des spécialistes déjà dans le passé, puis on nous disait, entre autres, des gens de Mila, qui est un grand organisme là, au Québec là, en intelligence artificielle. On sait qu'on a Bengio, qui est un autre grand expert ici, québécois, qui avait d'ailleurs, il y a 2 ans maintenant, lancé une lettre signée par plein de monde en intelligence artificielle, des experts qui nous disaient attention à pas aller trop vite. On est tellement pas allé trop vite que là, on se dit, ben là, on a pris du retard. C'est peut-être, à un moment donné, Olivier rit, mais, n'est-ce pas? Puis là, j'entendais des gens de Mila ce matin, entre autres la directrice, qui disait, dans le fond, là, il faut effectivement on est bon au Québec. Elle disait ça. Nous, au Québec, on est vraiment comme des visionnaires. Là. On utilise l'intelligence artificielle déjà depuis 15-20 ans, fait qu'on a quand même des acquis. On est vraiment des précurseurs. Est-ce que c'est vrai, ça encore, vous diriez, Olivier et Francis, ensuite? Ben, en fait, c'est que on est précurseurs dans les inventions. Donc, on a inventé beaucoup des techniques d'intelligence artificielle qui sont utilisées aujourd'hui. D'où le Mila, on a le Vector Institute, Yoshua Bengio, on a Jeffrey Hinton, on a les grands penseurs, les parrains de l'intelligence artificielle, la majorité viennent du Canada, donc on a ce blouson doré. Par contre, c'est pour ça même qu'on a parti Mouvea il y a 8 ans, c'est parce que il y a un écart important entre ce qui se développe et ce qui s'invente au Canada et cette utilisation. Souvent, on dit cordonnier mal chaussé, c'est définitivement le cas au Canada et on peine à rattraper. Donc, c'est vrai, d'une part, oui, on a des talents au Canada, mais ces talents-là ne sont pas mis en place pour aider les entreprises et les citoyens à aller plus vite et pour mieux employer la technologie. Ouais, puis là, Olivier, vous amenez le point aussi, là, vous parlez d'entreprise, puis on va y venir, il y a Nicolas Duvernois qui va joindre à nous dans quelques minutes, mais ce matin, Mark Carney disait, il y a 200 je veux pas dire n'importe quel chiffre, là, il a parlé de 200 millions sur le PIB, c'est ça? 90 000 emplois saisonniers ou emplois destinés. Je pense que c'était 3 points qu'on allait chercher sur le PIB. 200 là. milliards, pardon, il me semblait que c'était des milliards. L'IA 2030, peut ajouter 200 milliards au PIB national d'ici 2030. Ça serait l'équivalent de 3 %. Mais ça, c'était 3 points, effectivement. C'est ça, là, exactement. Ce qui est énorme. Là, il a même annoncé que le gouvernement fédéral voudrait peut-être prendre une participation active dans les entreprises d'intelligence artificielle. Là, c'est toute la question de l'argent public investi dans de l'entreprise privée, tout en se disant, tu sais, la technologie avance tellement vite, là. On est rendu à Claude, je sais pas combien, puis à Chap 5, puis là, tu dis, OK, le gouvernement fédéral va mettre l'argent du monde, des contribuables, dans des entreprises privées, puis on sait pas trop si dans 2-3 ans, ça va finalement être payant ou pas. Peut-être ça va être des flops. Et vous en pensez quoi, Francis, de ça? Toi qui es beaucoup dans le financier, puis on va y venir. Ben moi, ça me fait peur. Dès qu'on parle que le gouvernement va s'investir dans quelque chose. Et un des enjeux, puis Olivier le sait probablement plus que moi, là, j'ai en tête, en 2018, il y avait un projet, je pense que ça s'appelait la Charte de Montréal. Là. Oui. Je suis pas sûr si c'est le mot charte, là. Mais en 2018, il y a eu un regroupement là, avec l'Université de Montréal, entre autres choses. Bengio, je pense, qui était là-dedans. Et ils ont sorti comme des règles. Qu'est-ce que l'IA devrait être? Là. Puis il y avait des mots comme équité, diversité, respect. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient, comment je dirais ça, très la Déclaration de Montréal, en fait. La Déclaration de Montréal. C'est en fait le cadre éthique qui avait été créé pour orienter un peu toute la stratégie. Un petit peu tout ça. Okay. Et à un moment donné, qui a découlé de ça, j'entendais un expert du gouvernement qui expliquait qu'il voulait avoir une IA qui était exempt de biais de la société. Ouais. Et là, lui, ce qu'il voulait, par exemple, c'est que lorsque on demande de sortir un médecin, ChatGPT, présente-moi l'image d'un médecin. Ouais. Ah, il présente souvent des hommes blancs. Non, c'est pas correct. On veut remettre ça. Il faut qu'une fois sur deux, il présente, par exemple, une femme noire. Ouais. Mais là, moi, j'ai peur de ça. Parce que là, ça devient... Parce qu'on peut aussi... Ben là, ça devient une arme de propagande. Complètement. Là, on peut enligner l'IA. On peut enligner l'IA. Moi, ce que je veux, c'est que l'IA cadre avec la société. N'utilisons pas l'IA pour contrôler ce qui se passe dans la société. L'IA devrait être la représentation... Toi, t'as peur que ça devienne un outil pour les woke?
Ah ben confirmé. J'irai pas jusqu'à dire woke, là. Mais tu sais, quand on me dit que. Ça résume, on comprend tout de suite. Ouais, peut-être, là, mais je veux pas aller jusque-là. Mais quand on me dit, moi, qu'on trouve que c'est pas correct que l'IA va sortir, par exemple, un médecin blanc, ouais. Ben moi, ma question, c'est statistiquement, c'est quoi? Si statistiquement, présentement, dans la société, faudrait mettre une femme. C'est 8 sur 10. Ouais. Ben, je veux que 8 fois sur 10, il me sorte un homme blanc. Puis si c'est 2 fois sur 10 une femme, je veux qu'il me sorte une femme. Ouais. Même chose, si c'est majoritairement des femmes, ben, sors-moi des femmes. Je veux avoir une représentation de la société. Ouais. Mais si on commence à me dire, non, on va tweaker l'IA pour... Puis on l'a vécu des dérives. Hein. On demandait, au début de ChatGPT, on demandait, Olivier peut en témoigner probablement, mais on demandait à ChatGPT, écris-moi un poème sur Donald Trump. Puis là, il répondait, je ne fais pas de politique, je n'embarque pas là-dedans. Là, on marquait, écris-moi un poème sur Justin Trudeau. Justin Trudeau, sauveur du Canada. Là, il partait. Là, tu disais un peu, je comprends pas. Là. Tu fais des poèmes sur les politiques ou t'en fais pas. Okay. J'avais fait le test l'année dernière. Mais ça veut dire là, sur la peine de mort. Au Canada, on avait, comme tu dis, je reprends ton mot, tweaker les AI pour que... Ben ça, c'était pas au Canada. C'était en général. ChatGPT. Mais comment Justin sortait en poème et pas l'autre? Ben c'est ça. C'est que quelque part, à un moment donné, il y a certaines limites qu'on va donner à l'AI, entre autres. Puis on l'avait vu, je l'ai fait le test l'année passée, encore là, c'était ChatGPT, la peine de mort. Fait que la même consigne. C'est des gros sujets, là. Il est arrivé un événement tragique. J'ai besoin d'arguments pour justifier, pour invalider la peine de mort. Ouais. Enter, là, il te sort 15 pages. Mais la même question, mais c'est pas pour invalider, c'est l'inverse. Ouais. Pour venir valider. Ah non, je n'embarque pas là-dedans. Là, tu dis, oh, OK, là, c'est parce que moi, je veux un outil. Je veux pas que j'ai un IA, par exemple, qui va me faire sentir que j'ai toujours tort. Ouais. Quand je pose des questions, on dit, non, ça, c'est pas correct. OK, non, ça, c'est pas correct. Puis ça, c'est une des applications de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'utilisation par des citoyens qui voudraient avoir des informations, du data, puis qui donnent de leur propre data en échange aussi, parce que ça marche des deux bords. Toi, Olivier, il y a aussi plein d'autres utilisations de l'intelligence artificielle. En fait, c'est pour ça qu'on l'utilise depuis très longtemps, mais les gens l'utilisent depuis peu. Parce que il y a des chiffres qui sont sortis tout à l'heure à l'effet qu'entre autres pour les entreprises, ça ne serait que 8 pour les PME par exemple, il y aurait que 8% d'utilisation de l'intelligence artificielle. Francis n'était pas d'accord avec ça quand j'y ai dit 8%. Ben, comme j'ai dit, moi je pense que ce sont les chiffres de l'intelligence artificielle encadrés dans les PME. Donc les PME qui ont des programmes qui utilisent officiellement l'intelligence artificielle, j'y crois, mais tout ce qu'on appelle le shadow AI, donc les employés qui sur leur téléphone personnel enregistrent des conversations, des meetings, font des résumés, écrivent des courriels avec le téléphone personnel. Voilà. Je ne crois pas aux 8%. Je sais pas, vous, Olivier, là, mais moi, je crois pas à ça. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis, je vais juste revenir sur la question d'encadrement un peu qui vient d'être mentionnée, mais de l'amener autrement, puis ça vient toucher à je pense, un pilier important de la stratégie d'IA parce que on va parler d'un certain encadrement au niveau de la sûreté de l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. On est capable d'utiliser dans le fond, c'est un assistant virtuel général en ce moment qu'on trouve. Et avec ça, on est capable de l'utiliser pour plein d'essais, que ce soit personnel, demander des recettes, mais que ce soit professionnel pour aider avec des questions stratégiques. Mais en même temps, il y a plein d'usages nocifs et d'usages qui ne devraient pas être permis, comme par exemple demander des techniques pour, par exemple, pour le suicide, l'assistance pour des techniques de suicide. Et ça, c'est important que les systèmes soient capables vraiment de repérer ces problématiques-là quand ils surviennent, puis de bloquer la réponse et même d'envoyer l'accès à des ressources pour l'aide psychologique. Et ça, on le voit de plus en plus. Et le Canada a parlé. Donc, il y a 2 mesures dans le projet de loi. Un est au niveau de l'Institut de sûreté du Canada, je pense que je bafoue un peu le nom, là, qui va recevoir des fonds additionnels pour aider justement cette confiance-là, cette analyse de la confiance des solutions. Et on parle aussi de ça s'appelle Trustworthy AI Certification. Excusez-moi, je l'ai lu en anglais. Donc, une certification pour les systèmes IA de confiance. Donc, ils vont s'assurer que justement, ces systèmes-là, ils demeurent sûrs pour que les Canadiens puissent l'utiliser en toute sécurité. Parce que c'est ça, au bout du compte, c'est pour revenir au début, c'est important que les gens l'utilisent bien et l'utilisent
de la bonne façon et d'une façon sécuritaire. Mais je pense que c'est la question centrale, Olivier et Francis, c'est de dire, est-ce qu'on peut vraiment développer une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles qui soient fortes, mais qui soient sécuritaires dans leur utilisation, puis là, éthique, puis là, tu sais, comment t'encadres ça? On a de la misère à encadrer les GAFAM. Je sais pas si on est conscient de ce qu'on est en train de dire, mais je veux dire, en ce moment... On n'intègre pas l'Internet tout court, là. Moi, je me rappelle au début de l'Internet, le fameux livre, ça vous dit peut-être rien, Isabelle, là, mais j'ai de la misère en anglais, The Anarchy Cookbook. Ouais. Fait que le livre de recettes de l'anarchique, ça dit probablement quelque chose à Olivier. Ouais. On avait des recettes de bombes là-dedans, toutes sortes d'affaires. Et quand ça a commencé à circuler sur Internet, là, tout le monde dit, il va falloir contrôler Internet, qu'est-ce qui se passe? Mais là, est-ce qu'on veut censurer Internet? Là, c'est une autre affaire. Parce que la Chine censure Internet. On fait quoi? Les hypertrucages, tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on parlait des entreprises. Puis, je voulais, tout à l'heure, j'ai contacté Nicolas Duvernois parce que je voulais avoir son avis. Nicolas est bien branché dans le milieu de l'entrepreneuriat, des entreprises, PME lui-même, entrepreneur. Et Nicolas, tu me disais, tu regardes ça, puis tu dis, là, on vient on a conclu, on est en retard, on est rendu là, on n'a pas le choix. Comment on encadre? Après, on parlait de l'utilisation dans les entreprises. Beaucoup de gens, une des craintes, c'est l'IA va voler ma job éventuellement. On a une clip d'ailleurs de M. Carney qu'on va faire entendre tout de suite, puis je veux t'entendre après, Nicolas, tu me diras ce que tu en penses. Là. Nous serons maîtres chez nous. La stratégie l'IA pour tous vise à générer 200 milliards de dollars supplémentaires de croissance économique. Cela pourrait se traduire par la création de 250 000 emplois liés à l'IA au cours des 5 prochaines années et faire passer le taux d'emploi. Voilà, c'est beaucoup d'emplois, 250 000 emplois en 5 ans. 200 milliards dans l'économie canadienne. Puis en même temps, quand on regarde les chiffres, toi-même, tu me le disais, on l'utilise pas tant que ça dans les entreprises ou on l'utilise mal. Tu sais, ChatGPT, là, c'est pas l'intelligence artificielle. Là, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on est assez bon? T'en es où dans toutes ces réflexions? Parce que c'est une grande discussion là, qu'on commence. C'est clair que, tu sais, moi, j'essaie toujours de rester positif, puis Dieu sait que je veux qu'un gouvernement, peu importe lequel, qui dirige soit notre province ou notre pays, réussisse, parce qu'on s'entend que c'est notre argent, c'est nous qui les avons mis à ce poste-là. Cependant, moi, je crois qu'il faut arrêter de se mentir bien souvent. Quand on dit on va être maître chez nous, bien sûr, ça fait référence à une phrase historique. Mais ce n'est absolument pas vrai. Il aime bien la placer quand tu parles en français, monsieur Carney. Oui, non, exact. Mais ce n'est pas vrai. Quand il parle de 200 milliards de retombées, 200 milliards, je crois que Facebook va investir plus que 200 milliards dans les prochaines années. Juste cette compagnie-là, Meta, dans l'intelligence artificielle. Le plus grand danger, et Dieu sait qu'il y en a des dangers reliés à l'intelligence artificielle, mais clairement, c'est surtout notre retard collectif à l'utiliser qui est beaucoup plus dangereux que les dangers d'hypertrucage puis de fraude et compagnie qui existent déjà grâce, en guillemets, à Internet. Et de toute manière, la personne qui veut faire une magouille quelconque aura toujours un pas d'avance sur le gouvernement. Donc là, on se fait face avec un syndrome super canadien. Tu sais, la maladie du « je m'excuse » ou la maladie du « casque bleu », on est plus sain que tout le monde. Nous allons créer une intelligence artificielle qui va être sécuritaire, que tout le monde va être gentil, que ce n'est pas vrai. Non, moi, je suis comme toi, j'y crois pas du tout. Voyons. Je l'utiliserai pas parce qu'elle va être plate. Ouais. En plus, toi, tu dis, ouais. Non seulement ça, c'est qu'on l'utilisera pas parce que tout ce qui est technologique depuis une 50aine d'années qu'on utilise vient soit des États-Unis, soit de l'Asie. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Moi, j'aime bien être... Tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu regardes ton entreprise, tu regardes l'industrie, puis les entreprises qui réussissent, c'est les entreprises qui sont à la bonne place puis qui comprennent leur rôle. Si la bonne place au bon moment en plus. Ouais. Oui, si Coca-Cola se mettait à dire que finalement eux, ils étaient pour le bien-être de la santé de leurs clients, non, ça ne marcherait pas, c'est pas la bonne place, c'est pas leur rôle. Tandis que là, le Canada a certes un rôle parce qu'on s'entend que le Canada investit massivement dans la recherche, à des pôles d'excellence notamment à Montréal, à des entreprises comme MovAI qui sont exceptionnelles. On a un rôle à jouer dans l'intelligence artificielle. Mais attention, on est en retard, mais des années-lumière de retard versus les États-Unis et surtout la Chine, quand on parle d'investissement, d'infrastructure,
d'expertise. Écoute, Microsoft est en train de relancer des centrales nucléaires pour pouvoir fournir assez d'énergie pour leur intelligence artificielle. Ah, mais c'est pas ça On pompe est de à l'énergie, des là, ça. lumière, là, Complètement. Complètement. Donc, le plus grand danger et la plus grande opportunité, cependant, le plus grand danger, c'est qu'on n'utilise pas assez l'intelligence artificielle. La plus grande opportunité pour le Canada, qui, on le sait, a un retard de productivité flagrant, l'intelligence artificielle, les outils de l'intelligence artificielle bien utilisés dans les entreprises sont des outils exceptionnels pour rattraper ce retard de productivité. J'aurais beaucoup plus aimé entendre ça que dire on va être les casques bleus, sans budget, sans infrastructure, sans rien. Bon, ben, avec ton arbalète puis ta ceinture fléchée, tu vas gagner quoi comme guerre? Écoute, moi, ce qui m'est venu, c'est aller à la guerre avec un tire-poids. C'est encore, voilà. C'est un peu toujours ça, parce que c'est aussi une guerre commerciale. Là. L'intelligence artificielle, faut pas se raconter d'histoire. C'est de la grosse argent. Il y a de la grosse entreprise là-dedans. Tu viens de le dire. Il y a des gros noms. Et il y a cette suprématie déjà américaine sur tout ce qui s'y passe. Olivier, tu veux rajouter quelque chose? Olivier Guillet? Oui, bonjour. En fait, c'est que ça amène ce point-là, parce que là, je regarde les commentaires des auditeurs un métier de Cube Radio. Ouais. Ils croient pas vraiment à la souveraineté numérique. Tu vois, Pierre, il dit c'est une illusion qu'on donne aux gens. Ça n'arrivera pas. Puis là, ça amène à ma question. Parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous dites qu'on est vraiment en retard. C'est vraiment, vraiment en déficit par rapport aux États-Unis, la Chine, les gros joueurs. Qu'est-ce que ça fait concrètement qu'on ne soit pas un leader en intelligence artificielle? Si on tire de la patte un peu, là, est-ce qu'on va se retrouver complètement au pied du mur? À la merci. On va être pauvre, vous comprenez ce que je veux dire? Regarde, c'est une excellente question parce que ça m'amène à ce qu'on s'est jasé ce matin, Francis. C'est que, et on a un bon exemple de ça dans un secteur connexe, on va dire, qui utilise l'intelligence artificielle, et c'est tout le secteur financier transactionnel. Parce que là, il y a l'exemple. Qu'est-ce qui fait, quand on a laissé les Américains prendre le dessus, ben voici ce qui arrive. La journée où ils décident de nous débrancher par exemple, comme on le voit à Cuba en ce moment. On l'a vécu à Cuba. Explique un peu le lien là, avec ta question. Ben là, je vais dire de quoi qu'Olivier va pas aimer. Là. Je pense pas qu'on va finir pauvre. Moi, ce que je pense, c'est que technologiquement, on est déjà le 51e État. Là. On entend parler de ça. C'est ça. On est déjà comme ça. Là. Okay? On a beau faire semblant puis se donner, on mais est tu maître. Demandais, on a-tu un avantage à vouloir être au moins être un des chiffres de fil, quand même? Quand on parle présentement de souveraineté numérique, on a les Européens qui commencent à se distancer, qui commencent à essayer de lâcher des produits Microsoft, de développer des produits locaux. Il y a des produits open source qui sont disponibles. Bon, jusqu'à quel point ils vont réussir, ça sera à voir dans le futur. Mais ça reste qu'on a la Cour pénale internationale l'année passée qui l'ont vécu, où est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un décret du président et tout d'un coup, le juge de la Cour pénale internationale se retrouve à son compte Microsoft ne marche plus, il n'y a plus de Netflix, ses cartes de crédit ne fonctionnent pas. Pour se rendre compte que ce sont des compagnies américaines, il y a un décret du président, un ordre, le terme juridique, je ne le connais pas par cœur, mais tout ça pour dire que c'est le président qui prend une décision et les compagnies américaines doivent se conformer. Cuba, Master puis Visa ne sont plus là. Mastercard les autres sont par personne interposée. C'est une banque à part qui gère ça, etc. Mais il en demeure pas moins que si on regarde au Canada, toutes nos transactions financières, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Master, Visa. Nos dossiers de santé. Nos dossiers de santé. La carte Canadian Tower de crédit. Il en parlait, Olivier, tout à l'heure. C'est Canadian Tower. Ouais. Ben, ça, ce sont tous américains. Fait que demain matin, est-ce que, pour une raison économique, n'importe quoi, tu sais, les États-Unis, ils vont pas prendre le Canada par la force, là. Demain matin, on voudrait vraiment faire du mal à une entreprise, faire du mal à un secteur d'activité. Ben, on aurait juste besoin que les Américains prennent une décision de limiter l'accès à ces technologies-là. Puis je vais vous dire une affaire, on retourne au Moyen-Âge. Là. Sortez vos fourrures puis vos miroirs pour essayer de faire des transactions. Là. Aïe. La question est rapidement, parce qu'on doit se laisser là-dessus, mais c'est passionnant. Moi, j'en parlerai jusqu'à demain matin. Vas-y, Nicolas. Mais regarde un petit État comme Israël qui se sont surspécialisés dans la technologie de protection ou de renseignement gouvernementale, de renseignement et tout ça. Et ils ont un avantage technologique quand ils ont besoin d'utiliser. Tandis que si nous, on n'a jamais d'avantage technologique, malheureusement, quand ça va bien, on dit rien. Mais quand tu as un Donald Trump qui arrive et qui fout le bordel, là, on stresse tous.
Ouais, et n'oublions pas, je veux juste je vais rajouter un petit point rapide. Là, on associe beaucoup ça à Donald Trump, mais il ne faut pas oublier une affaire. Quand tu seras plus là, ça va continuer. Là. Il y a 50% des Américains qui ont voté pour lui. Là. Oui. Ouais. Puis avant qu'il soit là, il y avait déjà comme. Ouais. C'est un symptôme. Donald Trump, c'est un symptôme de ce qui va pas bien. Complètement. Là. Olivier Blais, petit mot de conclusion là-dessus. Oui, en fait, je pense qu'on a beau parler, puis oui, il y a beaucoup de géopolitique là-dedans, mais moi, j'aimerais revenir sur le fait que, en gros, on est 40% moins productifs qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont dans toutes les industries. On a vu avec Lowe's, par exemple, à l'époque, qui étaient beaucoup plus efficaces pour gérer leurs inventaires, puis ils ont été capables de manger toutes les Rona Depot, les Renault, Renault Depot et tout. Donc, et ça, c'est juste un exemple. Toutes les entreprises, produits, même de services, vont y passer à court, moyen ou long terme si on fait pas, si on n'est pas capable d'être plus productif. C'est sérieux. Fait que toi, tu dis au-delà de ça, c'est la productivité. Ouais. OK. Oh, wow. Oui. Hey, vous êtes vraiment fascinants tous les trois. Merci beaucoup. Francis Côte, merci, expert en sécurité, formateur à l'ETS, à l'UQAM, également chargé de cours en éthique de l'intelligence artificielle. Olivier Blais de chez Move AI. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps. Nicolas Duvernois, toujours un plaisir de t'entendre, Nicolas. Entrepreneur bien connu et créatif encore plus, qui a toujours des idées citoyennes à défendre. Merci beaucoup à tous les trois. Wow, on avait pas mal de gens aussi qui se disaient finalement, il y en a qui disent, je pense que comme Pierre, qui dit on a déjà peut-être perdu la guerre, pourquoi le gouvernement crée pas des barrages sans blocage? Il y a plein de, bon, il y en a qui rappellent que finalement, Léa, il y a Eric être contrôlé par les woke. Ouais. Parce que tantôt on a donné l'exemple qu'il va y avoir des petites dérives. Hein. Oui. Mais ça, j'allais dire, c'est quasiment notre société, on est déjà un peu comme ça. T'sais. On n'a pas le choix d'y aller avec une personne comme ça. Mais imagine, c'est parce que là, c'est exponentiel, décuplé, c'est tout ce que tu veux. C'est une puissance incroyable. Ouais. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci à tous les trois. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va parler d'entreprises qui ont de la difficulté à respecter leurs citoyens là où elles ont des opérations. Entre autres, on va se rendre à Rouyn-Noranda. On va parler de la fonderie Horn. Il y a un projet de loi qui a été déposé. On vous dit tout après. Vous allez voir, là, c'est quelque chose, il faut absolument que vous soyez au courant de ça. Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je veux vous parler à nouveau du dossier de la fonderie Horn. Vous savez que c'est un dossier qu'on suit avec beaucoup d'intérêt à cette émission parce que je fais partie du mouvement Mères au front qui, depuis des années, est engagé pour nos enfants envers toutes les causes environnementales. Il y en a une belle cause là, à Rouyn-Noranda. Depuis plus de 30 ans, les citoyens de cette ville vivent sous un régime environnemental d'exception assez unique au Québec. C'est qu'on permet à une entreprise de polluer. Et là, quitte à mettre en danger la vie carrément et la santé de ses citoyens. Là, le gouvernement, on vient de l'apprendre, en fait, je l'ai su hier, le gouvernement a déposé un projet de loi pour prolonger, on me dit jusqu'en 2033, les délais qui ont été accordés à la fonderie Horn pour respecter les normes d'émissions atmosphériques. 2033, ça veut dire... Là, on voulait qu'il y ait une intervention rapide, mais là, visiblement, le gouvernement donne encore du lest à cette entreprise pour toutes sortes de raisons, sans doute économiques. Bref, c'est un gros dossier. Il y a une vive contestation là, à Rouyn-Noranda, et je pense que c'est important de savoir de quoi on parle ici, parce qu'au cœur du débat, ce sont des véritables préoccupations liées à la santé publique. On parle d'exposition à l'arsenic. On parle aussi du droit des citoyens à bénéficier de protection environnementale comme dans le reste du Québec. Pourquoi à Rouyn-Noranda, les gens seraient moins protégés qu'à Montréal, qu'à Québec, qu'à Gatineau? On va en discuter tout de suite avec Maryse Bouchard. Elle est professeure de santé environnementale à l'Institut national de la recherche scientifique. Merci Maryse Bouchard d'être là. Merci. Jennifer Ricard-Turcotte est porte-parole pour Mères au front. Elle est citoyenne de Rouyn-Noranda. Merci Jennifer. On s'est déjà parlé de ce sujet-là. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Je sais que c'est un moment un peu délicat pour vous en plus. Dites-moi là, vous êtes allé rencontrer d'ailleurs l'attaché politique ou l'attaché de presse de la ministre Pascale Derry, la ministre de l'Environnement. Vous avez parlé de plusieurs choses et là vous avez appris vous aussi que finalement le gouvernement du Québec serait prêt à être un peu plus conciliant encore un peu plus longtemps envers la fonderie Horn.
Oui, en fait, le projet de loi 11, en fait, ce n'est pas encore une loi, faut le dire, c'est un projet de loi. Il sera possiblement voté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. On sait que la CAQ, elle est majoritaire, donc il y a de fortes chances que ce projet-là passe. On a rencontré le conseiller politique de Madame Derry, d'une part pour l'informer, mais aussi pour lui faire part de nos revendications qui n'ont pas changé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement applique les normes qui sont destinées à nous protéger ici à Rouyn-Noranda. On souhaite que l'article, qui est l'article 70-16, qui est dans ce projet de loi-là, le projet de loi 11, il soit retiré parce que dans le fond, il permettrait de repousser, de prolonger jusqu'en 2033, comme vous l'avez dit, là, l'autorisation ministérielle auquel est soumis la fonderie Horn. Hey, c'est loin 2033, là. C'est dans 7 ans, là. C'est loin 2033 parce qu'en ce moment, le gouvernement il autorise la fonderie à exposer la population à des concentrations de 45 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Puis ça correspond à un risque. Cette exposition-là, elle correspond à un risque. En fait, les gens qui habitent Rouyn-Noranda ont un risque qui est 100 fois plus élevé de décéder d'un cancer qu'ailleurs au Québec. Puis, 100 fois? Oui, puis ce chiffre-là, en fait, il est extrêmement effrayant parce que qui a envie d'élever son enfant dans des conditions, dans un contexte comme celui-là? Puis poser la question, c'est lui répondre, maintenant, il y a 43 000 habitants qui habitent à Rouyn-Noranda, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que, puis en fait, c'est reconnu par les autorités de santé publique, Maryse pourra vous en parler davantage, mais les risques auxquels on fait face, ils sont connus, ils sont graves, ils sont bien documentés. Ils excèdent les balises de ce qu'on considère comme acceptable au Québec. Donc, on pense qu'ils commandent que le gouvernement agisse rapidement et mette des mesures en place pour protéger la population et non pas qu'il leur donne des délais supplémentaires. Puis je pense qu'à cet égard-là, c'est important de mentionner que dès 2004, en fait, le gouvernement le gouvernement, en fait, est au fait de cette situation-là depuis les années 80, mais dès 2004, il y a un comité formé de la santé publique et du ministère de l'Environnement qui a recommandé à la fonderie Horn, au gouvernement, en fait, de forcer la fonderie Horn à baisser ses émissions sous la barre des 10 nanogrammes. On était en 2004. Il y a rien ça fait 22 ans. Ouais. Les recommandations, c'était que ça soit fait à l'intérieur de 18 mois. Ça fait près de 25 ans de tout ça. Et la fonderie Horn a toujours repoussé les investissements nécessaires pour protéger la santé de la population de Rouyn-Noranda. Et ce qu'on comprend, Jennifer, c'est qu'on cherche la volonté politique véritable à protéger les citoyens. On peut aller jusque-là, là. Ben, tout à fait, parce que, tu sais, en fait, on comprend pas, en fait, pourquoi le gouvernement aurait confiance cette fois-ci envers la multinationale Glencore qui a très mauvaise presse à l'étranger. Donc, ce que ça prend, c'est de la volonté politique, du courage politique, puis un gouvernement qui affirme sa souveraineté face aux multinationales étrangères. Vous me permettrez, Jennifer, de demander à Maryse Bouchard. Je rappelle, vous êtes professeure de santé environnementale à l'Institut national de la recherche scientifique. Maryse, vous êtes impliquée, vous aussi, là-dedans. Vous regardez ce qui se passe. Comme scientifique, vous amenez cette caution scientifique au dossier. Les citoyens, comme Jennifer, comme d'autres, ont raison, comme Maire au front. Ils ont raison de s'inquiéter de la situation avec la fonderie Horn depuis toutes ces années que ça brette? Absolument. C'est tellement indéniable que les risques sont inacceptables. Là. Il y a aucune question d'un point de vue scientifique. Moi, je suis complètement à l'aise de supporter Maire au front. D'un point de vue de santé publique, là, ce risque-là, il serait pas acceptable. Si cette usine-là ouvrait à Montréal ou à Québec, à l'intérieur d'une semaine, elle serait fermée tout de suite. Là. Ce serait pas considéré comme acceptable. On a parlé de l'arsenic. En fait, c'est un cocktail de métaux qui sort de cette fonderie-là. Il y a du plomb aussi, il y a du cadmium, du manganèse, un paquet de métaux là, qui ont toutes sortes d'effets. On a parlé du cancer, mais il y a des effets aussi, des inquiétudes pour le neurodéveloppement des enfants. Le plomb, c'est un neurotoxique. On sait très bien ça déjà. Le cadmium, des effets sur la santé rénale, la santé cardiovasculaire aussi peut être impactée par ces métaux. Toute une panoplie d'effets qui sont connus, mais pas documentés cas par cas pour l'instant parce que le suivi est vraiment inadéquat, le suivi de la santé de la population. Oui, puis j'ai déjà vu des communiqués de la fonderie Horn, Jennifer, où
il nie là, finalement qu'il y a un lien, puis Maryse également, de lien de cause à effet entre les cas de cancer plus importants à Rouen et le fait qu'il recrache dans l'atmosphère de Rouyn-Noranda 80% de toute la pollution à l'arsenic. Là. Mais je pense que pour eux, nier, c'est quasiment la seule position qu'ils peuvent faire. Mais, exact. Et mettre des grosses pubs aussi, comme on a vu dans les derniers mois. On est inondé de pubs, oui. Ouais. Mais non, les faits scientifiques sont établis, sont clairs, sont documentés. Là. Écoutez, l'arsenic, le pudding à l'arsenic, quand on était petit, je dirais, on le sait là, que c'est toxique, là, l'arsenic. Là. Ouais. Pas nous qui inventons ça. Là. Et c'est de loin la pollution la plus importante au pays, vous dites? Ah oui, donc le 3/4 de toute la pollution, de toute la quantité d'arsenic et de plomb qui a été mis au Canada, le 3/4 vient de leurs installations à eux, à Rouyn-Noranda. Pouvez-vous pas imaginer ça? Mais est-ce que jusqu'à un certain point, c'est pas criminel de la part d'un gouvernement de tolérer ça, puis définitivement de la part d'une entreprise de ne pas se plier aux recommandations de la santé publique? Puis j'ai devant moi 2 lettres là, de direction de la santé publique où on dit on a des préoccupations vraiment importantes et on fait toute la nomenclature scientifique pour expliquer que cette situation-là ne peut plus durer. Là. C'est tous vraiment très documenté. Là. Les médecins à Rouyn-Noranda sont hyper mobilisés aussi pour dire ça n'a pas de bon sens que nos patients, nos citoyens soient soumis à ces risques-là. Donc, du point de vue là, du corps médical, là, il y a unanimité que ceci ne devrait pas perdurer, que ça a duré trop longtemps et de donc rallonger encore les délais pour que la fonderie limite la pollution, c'est impensable. Mais, malgré tout ce que vous venez de me dire, Maryse Bouchard, Jennifer, je me retourne vers vous, on continue à Rouyn-Noranda de vivre sous cette espèce de chapeau toxique. Et là, ça peut être encore le cas pendant 7 ans parce que le gouvernement a déposé ce projet de loi. Vous le dites, il risque d'être adopté avant la fin de la session la semaine prochaine. Avec tout ce que ça veut dire aussi pendant ce temps-là qui se passe, là. Jennifer. Ben, tu sais, on est face à un gouvernement qui cède au chantage, vous l'avez nommé, là, au chantage puis aux menaces de fermeture d'une multinationale qui a très mauvaise réputation à l'étranger. Elle le fait en dépit, vous l'avez montré, les 2 lettres de la direction de santé publique régionale, le gouvernement le fait en dépit des avis défavorables des autorités de santé publique. Et puis, ça a pour conséquence de créer des zones de sacrifice. Rouyn-Noranda, c'est une zone sacrifiée dans laquelle nos droits fondamentaux, dans lequel on ne dispose pas des mêmes droits fondamentaux qu'ailleurs au Québec. Puis, tu sais, les droits fondamentaux, en fait, ils sont dans les chartes qui sont enchâssés dans la Constitution. Puis la Constitution, en fait, elle sert à baliser le travail du pouvoir législatif et exécutif pour éviter ces dérives-là. En fait, il y a une hiérarchie dans les droits et ces droits-là, on a décidé qu'on les valorisait plus que d'autres. Je pense ici aux droits notamment à la santé, à la sécurité. Mais à Rouyn-Noranda, en fait, on ne dispose pas des mêmes droits qu'ailleurs au Québec. Et je sais que c'est une situation extrêmement délicate pour vous. Je sais que vous vouliez pas vraiment en parler, mais je vais me permettre, avec le plus grand respect, de rendre hommage à une citoyenne de Rouyn-Noranda qui se trouve à être bien connue de Méro-Front, qui est une amie de Laure Varidel, d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est aussi une amie à vous, Jennifer, et qui malheureusement a eu un diagnostic virulent de cancer récemment. Son décès via l'aide médicale à mourir, ça a été son choix et très récent. Je sais que ça fait pas encore 48 heures, alors je vous demanderai pas de me dire comment vous vous sentez. J'imagine à peine la douleur des citoyens de Rouen aussi, parce qu'elle faisait partie de cette lutte, mais je pense que ça incarne vraiment ce qui se passe. Puis j'espère que ça va alerter l'opinion publique, c'est ce qu'on essaye de faire ici aujourd'hui, mais j'espère que ça va alerter le pouvoir public aussi qui s'apprête à donner 7 autres années de break à une entreprise qui ne mérite pas ça. Puis je comprends qu'il y a des enjeux économiques, même si c'est dans la lettre de la santé publique, là, on comprend les enjeux économiques, sauf que on peut pas laisser les gens mourir au combat non plus, Jennifer. Ben, je me permets de répondre à 2 choses là. En ce qui concerne les enjeux économiques, la fonderie, en fait, le gouvernement prend sa décision en faisant fi de
des recommandations des autorités de santé publique qui ont des données qui sont bien réelles. Et puis, elle justifie sa décision en parlant de raisons d'ordre économique qui ne reposent sur aucune donnée probante. Ces données-là ne sont pas réelles. Les études qui ont été faites reposent sur des chiffres extrapolés de Statistique Canada. Donc, tu sais, nous, ce qu'on se dit, c'est que sur ce plan-là, la fonderie, dans le fond, le gouvernement, la gestion du dossier de la fonderie Hearne, qui, je pense qu'on peut en parler en ces mots-là. En fait, il y a cours ici une crise sanitaire depuis maintenant 100 ans, connue depuis les années 80. Et la gestion de ce dossier-là a toujours été faite sur la base de données fragmentaires et incomplètes. Et puis, je pense que nous, on pense qu'il y a assez de données qui existent pour que le gouvernement aille de l'avant et fasse respecter les normes. Plus de Ce que ça prend, c'est du courage. Ouais, c'est ça, c'est du courage, de la volonté politique. Maintenant, il existe des dispositions dans la loi qui peut permettre au gouvernement, en fait, d'aller plus loin dans sa compréhension des enjeux économiques. Et puis, je pense que nous, on pense qu'il y a assez de données, mais si le gouvernement veut prendre une décision plus éclairée, parce que là, il prend une décision très, très obscure, il cède à une multinationale, mais ce gouvernement-là, c'est en son pouvoir d'interpeller, de faire appel à des instances qui sont indépendantes pour enquêter sur ce qui se passe, puis pour faire la lumière sur une situation qui dure depuis maintenant 100 ans. Puis je pense ici au bureau d'audience. Est-ce qu'il y a des gens, Jennifer, là évidemment, on parle comme si tout le monde à Rouyn-Noranda était contre la fonderie Hearne. Je pense qu'il y en a aussi qui doivent dire, écoute, on n'est pas mort pour le moment, peut-être qu'on va pogner une maladie, mais bon, qu'est-ce que tu veux, la plus grande, tout le monde va mourir un jour. Moi, j'ai aussi entendu ce discours-là. Fait que, est-ce qu'il y a quand même une opposition au discours que vous avez de dire il faut, parce que c'est beaucoup d'emplois, là, ça fait vivre Rouyn-Noranda, là. En fait, c'est moins de 6% des emplois directs et indirects. Je pense que les raisons économiques qui sont invoquées par le gouvernement ne reposent pas, comme je viens de le dire, sur des données probantes. Le gouvernement doit approfondir cette question-là s'il veut l'amener comme un réel argument. Pour le moment, ce n'est pas un réel argument. Bien entendu, il y a des gens qui travaillent à cette fonderie-là. On est extrêmement solidaires de ce qu'ils peuvent traverser, mais pour le moment, je pense que ils sont en droit de croire que le permis de polluer de cette entreprise-là sera prolongé vraisemblablement jusqu'en 2033. Maintenant, on parle beaucoup dans ce dossier-là, on parle beaucoup de données, de calcul de risque, de statistiques, mais tu sais, vous l'avez nommé, les gens qu'on aime sont pas de simples chiffres dans un calcul de risque, ne sont pas de simples statistiques. Ils ont des visages, ils ont des vies. Ce sont nos pères, nos mères, parfois même nos enfants, nos amis. Et puis, tu sais, on est les mêmes partout ici comme ailleurs, là. On cherche à ce que nos vies soient utiles, on cherche à être aimé, à être aimé en retour. On veut trouver un petit peu de bonheur sur le chemin. On est les mêmes partout qu'ailleurs. Puis, tu sais, on se demande pourquoi nos vies n'ont pas autant de valeur. Puis vous l'avez nommé plus tôt cette semaine, on a perdu une grande amie, une camarade de lutte, une femme engagée, dédiée, et puis dédiée et toujours prompte à dénoncer toute injustice, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociale. Donc, je pense que Mère au front perd une grande militante, puis elle a succombé, comme vous l'avez dit, en quelques semaines à un cancer fulgurant. Puis, je n'irai pas dans plus de détails par respect pour la famille, par respect pour le deuil qu'il y a à se vivre dans l'intimité. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on le sait que les gens sont malades partout. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'établir un lien direct entre les émissions de la fonderie et une maladie d'une personne individuellement. Par contre, chaque fois qu'une personne qu'on aime, qui est proche, est malade, on doute. On se demande, est-ce que ça aurait été différent si cette personne-là avait vécu ailleurs? Maintenant, il y a une chose sur laquelle on ne doute pas, une chose sur laquelle on n'a aucun doute, c'est que le gouvernement a
le gouvernement échoue à protéger la population de Rouyn-Noranda. Le gouvernement échoue à protéger nos enfants. Le gouvernement a échoué à protéger notre camarade, notre ami. Ouais. Jennifer, nos plus sincères condoléances pour votre amie Anne, pour tous ses proches. Merci d'avoir pris le temps dans ce moment difficile de nous parler de Rouen, de ce que vous vivez là-bas. Il y avait plein de questions. Les gens se disent, est-ce que ça serait une catastrophe si l'entreprise fermait? Parce qu'il y a eu ça là-dedans. Là, exact. Il y a l'aspect aussi de déménager. Si vous n'êtes pas content, partez. Y a-tu du monde qui a écrit ça? Il y en a qui proposent. Non, mais en même temps, je comprends qu'il y a plein de facteurs. Ils vivent là depuis des générations. C'est sûr. Mais on s'entend. C'est quand même une question qu'on peut se poser d'un œil extérieur. Quoi, ça serait peut-être une bonne chose si tous les travailleurs de la fonderie Horn déménagent. La fonderie, ça va... La ville, c'est seulement des employés, de l'usine? Jennifer disait 6 %, c'est bien ça? Oui, ça, c'est les emplois directs. Ça inclut directs et indirects. Ça inclut les indirects. Il y a 600 employés à la fonderie, 600. Bon. Dans la ville, il y a 30-40 000 personnes. Fait qu'à la rigueur, c'est pas le plus gros employeur, de toute façon, la fonderie. Bon. Non, c'est... Alors, ça vient de rajouter de l'eau au moulin pour dire pourquoi le gouvernement n'agit pas. Merci beaucoup, Jennifer Ricard-Turcotte, porte-parole maire au front à Rouyn-Noranda. Maryse Bouchard, merci beaucoup. Merci. Maryse, d'être venue nous voir et nous avoir expliqué les tenants aboutissants scientifiques. Maryse Bouchard est professeure de santé environnementale à l'INRS. On s'arrête ici, mais on revient tout de suite après la pause parce que cette semaine, notre collègue Olivier nous a fait une confidence. Vous en souvenez-vous? Je vous rappelle de ça après la pause, mais ça parlait, entre autres, de son nouveau statut de célibataire. Alors, on n'a pas tenté quelque chose, on y a arrangé quelque chose. Restez là, tout le monde. Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Ah, il s'attendait pas à ça, Olivier Guillet. Non. On allait remettre ça sur le tapis. C'est toi qui nous as quand même fait part de cette nouvelle situation, ce nouveau statut que tu as, qui est célibataire. Oui. Tu es toujours célibataire. Je suis toujours célibataire. Et c'est nouveau. C'est nouveau depuis tout près de 2 semaines. Voilà. Puis c'est pas que tu cherches forcément, mais éventuellement... Non, mais c'est vrai que ça a changé depuis 5 ans. Ça faisait 5 ans que j'étais en relation. Et là, c'est pas la même chose. Là, 5 ans, j'étais à l'université, si je me trompe pas. Donc là, on avait une bulle autour de nous d'amis, de rencontres faciles à avoir. Là, va falloir faire l'effort aussi de rencontrer, je pense, pour pouvoir se mettre dans une situation. Et là, tu vas où pour rencontrer? Mais là, je l'ai pas encore fait, mais je pense que ça va être de retourner peut-être dans les restaurants, dans les bars, aller voir des amis, dans peut-être des soirées, tu sais, où tu te mets à l'escalade, où tu te mets... les activités sportives, en effet. Où tu te mets au vélo ou au pickleball. Tu te souviens, il y a quelques semaines, on a reçu, peut-être vous étiez à l'écoute, on a reçu un groupe de jeunes qui se sont partis une application, pas de dating, mais juste de genre club social, où là, tu te découvres un nouveau cercle d'amis. Parce que même se faire des amis, tu sais, tu parles de l'université, mais une fois que tu es sorti, là, tu arrives au marché du travail, ou tu es entre les deux. Mais c'est pas évident de se faire même des amis. Alors qu'imagine un chum ou une blonde, c'est encore plus difficile. Et là, Yannick Parent, le courtier immobilier qu'on avait cette semaine, vous vous souvenez, en ondes, nous a dit « Oh mon Dieu, vous devriez! » C'est parce que c'est pendant ce temps-là que tu nous as parlé de ton statut. Ouais. Et il nous a dit « Vous devriez parler à Lysia Carrier, alias l'entremetteuse. » Alors nous, vite de même, on s'est dit, on l'appelle. Merci d'être là, Lysia. Ça fait plaisir. Et puis vous connaissez bien la chose parce que depuis quelques années, vous avez parti donc cette initiative qui s'appelle l'entremetteuse. Et depuis, vous avez plus de 20 000 membres. Vous avez 250 événements par année. Puis vous avez développé le concept de la date n'existe pas. C'est zéro date. Oui, exact. On rencontre les gens en personne. Il n'y a plus d'histoire de flipper ton téléphone d'un côté ou de l'autre. Des vraies personnes qui se rencontrent, des vrais moments. C'est pas du 7 secondes, puis je décide. Plus de liste d'épicerie, plus de profil, plus de magasinage sur le visuel qui apporte rien. On y va au feeling, on y va avec du vrai, l'énergie, la simplicité, le discours, les échanges, c'est ça. Et visiblement, ça parle aux gens parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont passées par l'entremetteuse, mais c'est parti de vous à la base, de votre besoin à vous. Bon, en fait, moi, j'ai pensé partir un petit groupe juste un peu improvisé, comme Olivier disait, en disant un groupe d'amis. Puis finalement, Puis finalement, ma chum de fille, elle a pas parti avec moi. Donc, moi, j'ai mis ça sur Internet avec les femmes que j'ai autour de moi qui ont partagé la nouvelle. Je me suis retrouvée à 250 personnes le premier mois, 2500 le troisième mois, 4000 après le quatrième
4e mois. Puis là, ben ça montait. Ça fait 4 ans, donc c'est ça. Mais ça part de votre besoin. Ça part de mon besoin de faire une petite bulle pour essayer d'aller rencontrer des amis d'amis, parce que je me suis dit que c'est plus sain de rencontrer de cette façon-là. Fait que c'est parti simplement, mais là, c'est devenu comme immense. Puis avez-vous trouvé un chum dans j'ai rencontré quelqu'un pendant mon parcours, mais évidemment, là, présentement, je suis célibataire. À nouveau? Oui. Bon. On se demandait justement avec Olivier, est-ce que la scène du dating, elle a changé en 2026? Olivier, tu disais, il y a 5 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Oui, c'était différent. Et aussi, il y avait la pandémie, il faut dire, là, mais quand même, c'était plus... je sais pas, c'est différent. Dans mon cas, c'était différent. Il y a des gens qui se sont mis ensemble, justement, parce qu'ils se sont dit, je trouve bien d'être avec quelqu'un parce que je serais pas capable d'être tout seul. C'est vrai. C'était pas vraiment mon cas, mais j'en connais beaucoup que c'était ça. Il y en a qui énormément. ont fait ça. Ben oui. Puis dès que ça a déconfiné aussi, c'était difficile d'être seul pendant la pandémie, donc là, on va se mettre avec quelqu'un. Exact. Ouais, mais là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens sont blasés de rencontrer, sont tannés de toutes ces histoires d'applications, sont tannés d'être ghostés. Ouais. Puis tout ça, là. Fait que là, les gens ont plus envie. Souvent, ils se disent non, moi, je vais rester tout seul. Fait que là, il faut recasser ça, là, parce qu'en fait, ils ont encore envie de rêver à une relation, mais ils ont plus envie de rencontrer avec le mode de rencontre d'aujourd'hui. Fait que c'est un peu contradictoire, tout ça, là. Parce que les chiffres le disent, là, on a consulté des études récentes, entre autres au Québec, là, il y a près d'un célibataire sur 2 qui dit qu'il est fatigué. Plus capable. On appelle ça de la fatigue du swipe, là. L'espèce de, c'est le dating moderne, mais c'est devenu vraiment, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, là, on n'en peut plus de ce genre d'applications-là. On veut autre chose. Vous proposez des vraies rencontres. Est-ce que c'est gênant? Non, aucunement. Mais moi, ce que j'essaie de faire avec ce groupe-là, c'est de faire en sorte... Parce que je pense qu'à un moment donné, on s'est même demandé si c'était pas le célibataire qui était rendu un problème, parce qu'on est rendu une société pro-célibataire. Vous trouvez? Oui, entre autres. Ouais. Puis là, je me suis dit, moi, je me questionne, parce qu'avec le temps, là, j'en ai vu tellement des célibataires, et je me dis, je pense qu'en fait, c'est la technique de rencontre qui a fait en sorte qu'on est blasé, mais cette technique-là, il faut revenir à la base, il faut revenir à la source, il faut revenir avec du direct. Moi, je pense que le profil, ce n'est pas une façon, parce que ça donne une abondance. Plus il y a d'abondance, plus tu dis qu'il y a peut-être un choix meilleur à côté, plus il y a de choix meilleur, moins tu t'engages. Il y a plein d'impacts avec tout ça, mais tout part de la COVID, définitivement. Mais c'est ça. Donc, moi, je essaie de créer des moments avec une accueil, avec quelque chose qui fait que quand on rentre dans un événement, qu'on soit un petit groupe ou qu'on soit comme demain soir 200, vous allez avoir l'impression de rentrer dans mon salon. Vous allez être mes meilleurs amis, comme si je vous connaissais. J'étudie même les profils des gens qui viennent pour connaître votre nom. « Ah, bonjour Isabelle! Tu sais, pour être sûr que vous soyez mes meilleurs amis avant de rentrer dans le feeling, que ça soit plus léger. Ouais. Mais moi, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, là, ça m'a interpellée. Vous dites, on est dans une société maintenant pro-célibataire. Ben, beaucoup. Les gens se disent, coudonc, c'est tellement compliqué de rencontrer. Regarde, moi, je suis bien dans mon... Je vais rester tout seul. Ah ouais? Il y en a de plus en plus en vieillissant, surtout, parce que... Il faut qu'on pose la question. Parce que toi, tu es une autre génération. On va demander à notre public où est-ce qu'il se situe. Êtes-vous pro-célibataire ou pro-couple? Parce que vous êtes en train de chercher à rencontrer quelqu'un. C'est quoi vos techniques de dating? Comment vous faites? Toutes ces questions. Je suis sûr que votre tête spin comme la mienne présentement en tant que nouveau célibataire. 1-877-827-2346. Est-ce que ça se peut aussi peut-être qu'on manque un petit peu de confiance en soi, d'accord? Donc, la facilité a été les applications de rencontre. Donc, on va se cacher un peu derrière l'écran, là, et si ça donne, là, tant mieux. Mais je veux dire, ça peut aussi faire l'effet inverse à la fin, qu'on n'est plus capable du tout d'être devant des personnes puis de se mettre vulnérable. Je trouve que c'est ça qui est rendu poche aujourd'hui. Plus on fait des dates, plus on a des échecs. Les gens appellent ça des échecs. Moi, j'essaie de dire c'est des apprentissages, mais plus on en fait, plus on se monte un mur de béton devant nous parce qu'on met un mur protecteur. Puis plus le mur protecteur est là, plus on a de la difficulté à s'ouvrir. Ça fait en sorte qu'on se connecte plus. Puis ça fait un cercle qui finit plus. On s'en sort pas finalement. Donc, on s'auto-rejette du dating soi-même avec tout ce processus-là. Fait que l'idée, c'est d'enlever ça. Mais le problème aussi dans le dating, c'est cette fameuse liste d'épicerie quand on échange sur des profils. Que je disais avec votre recherchiste, c'est combien d'enfants, toutes des questions, en fait, qui sont très, je vais dire, matérialistes, entre guillemets, mais qui ont aucun rapport avec la fusion ou la connexion qu'on peut avoir avec quelqu'un. Mais vous, c'est parce que, aussi, il faut le dire, Lysia, vous faites surtout des rencontres avec des gens qui ont déjà eu des relations avant. Oui, puis on n'est pas dans le profil de j'ai pas de famille encore, ou je suis en train de créer une famille. C'est pas les 25-30 ans. Là. Exactement. C'est ceux plutôt 40 et plus, on va dire, qui ont déjà eu une couple de relations. Je veux dire, quand ça fait un petit moment que tu as eu une couple de relations,
tu sais ce que tu veux plus. Exact. Tu sais peut-être pas encore complètement ce que tu veux, des fois oui. Mais tu sais surtout ce que tu veux pas. Ou tu as eu un super package toute ta vie, tu as vécu 40 ans avec quelqu'un ou 30 ans ou peu importe, puis là tu te retrouves tout seul puis tu dis je vais-tu retrouver ça dans ma vie. Ah ben ça aussi, c'est la pire chose, mais c'est ça qui arrive pareil. Ouais. Et là, c'est ça qui est difficile. C'est difficile de pas arriver avec des attentes, même si on nous dit tout le temps, faut pas avoir d'attentes. Voyons, c'est un peu normal. Non, mais moi, je pense qu'on peut avoir des attentes, mais il faut enlever la liste. Je pense, dans ces attentes-là. Que c'est pas... Tu sais, genre, il sait danser la même danse que moi, l'horaire est pareil, OK, on voyage à la même place, on fait ci, on fait ça, à un moment donné, garde, va falloir qu'on se moule l'un à l'autre aussi, il faut laisser de la place à ça. C'est sûr. Ouais, c'est plate, on s'entend, on se laisse pas aller lorsqu'on a déjà des critères préétablis avant même d'avoir rencontré quelqu'un. Ben non. Comment qu'on peut... On peut pas connecter à l'autre si on est déjà fermé à soi, là, ça marche pas. Là, vous voyez, j'ai quelques commentaires, après ça, on a un appel, je pense que c'est ça. On a Francis de Saint-Lin-sur-Richelieu, il dit, moi, j'ai tout abandonné, je préfère attendre sans effort. Mais là, il dit, j'ai quand même une bonne confiance en moi. Je disais un peu l'inverse tout à l'heure. Et on a Maxime aussi du Saguenay. Il dit, j'ai rencontré ma blonde par l'entremise de personne, par l'entremise d'une personne de sa famille, oui. Et nous sommes très bien aujourd'hui. Mais je suis d'accord que les méthodes d'aujourd'hui constituent un problème par rapport surtout aux applications. C'est ça, c'est les applications sans doute. Il y a Pierre aussi là, qui nous écrit, il dit, ça doit faire plus de 5 ans que je suis célibataire. Il est LGBTQ, donc il dit, c'est très superficiel dans notre milieu. Plus on est jeune, et je vois une tendance, par exemple, avec l'âge, que les gens veulent plus s'établir, mais ils sont trop confortables dans le célibat. C'est vrai que c'est parfois c'est plus facile. Mais là, tellement. D'être célibataire. C'est peut-être pour ça qu'on est. Il y a un rêve qui est là, mais on n'est pas capable de le briser pour aller ailleurs. Tu t'entends bien toi-même, en général. Moi, je suis bien, là. C'est sûr. Ben oui, profite-en. Ben oui. C'est sûr, mais. Certainement. Ouais. Alors, on a Maxime, Hugo, au téléphone. Maxime, bonjour. Comment allez-vous, Maxime? Ça va pas super. Et vous? Ben, très bien. Êtes-vous à la recherche de l'âme sœur? Ben, moi, je suis un célibataire, ça fait 1 an. Ouais. Puis, ça fait 4 relations que je tente de rendre ça sérieux. Puis, ce que je suis en train de remarquer, parce que quand je dis sérieux, c'est que moi, j'aimerais bien quelqu'un pour le restant de mes jours, construire de quoi avec. Et oui. Tout. Ça m'a pris un certain temps avant de comprendre qu'il faut finir par accepter les défauts de l'autre, au lieu de tout le temps se tirer à couteau tiré, là, si on veut. Là. Puis ce que je trouve dommage de nos jours, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, il y a un trou dans le soulier, là, on le jette, on en rachète un autre. C'est vrai. J'ai l'impression que il n'y a plus de cordonnier. Il n'y a plus de cordonnier. C'est ça. Ça ne cherche pas à réparer. Ça fait plus son affaire, ça change. Je trouve ça tellement... C'est décevant, puis j'ai trouvé ça un peu plate pour mon fils, puis en tout cas, j'ai refusé de faire d'autres enfants. Pourquoi? Parce que je voyais que c'était rendu comme ça. Puis j'aurais pas... J'ai dit que j'aime pas ça, moi, éduquer mon fils une fin de semaine sur 2. Là. Fait que, je trouve ça vraiment décevant que la façon que c'est rendu, là, c'est rendu commercial. C'est ce que j'ai réalisé. Donc, ça vous est arrivé, Maxime, là? Vous êtes fait... plus souvent qu'autrement. Ouais. Vous voulez vraiment quelqu'un. J'aime ça entendre jusqu'à la fin de mes jours. Puis c'est sûr que quand tu as des enfants, tu veux pas te magasiner des gardes partagées. Là. Non, je veux surtout pas me pogner avec ma partenaire à tous les jours. C'est ce qui se passe parce que l'autre accepte pas tes côtés qu'elle aime pas. C'est tout simplement ça. Si moi, avec ma dernière relation, ce qui me gossait d'elle, je me disais, regarde, elle est comme ça, c'est fini, c'est tout, il n'y a rien là. Puis je passais par-dessus, puis je déclarais pas avec ça. L'inverse, c'était pas pareil. Fait qu'on s'en finit, je suis comme pareil. C'est comme... C'est ça, je trouve ça vraiment plate. Quel âge avez-vous, Maxime? Je suis rendu à 50 ans. OK. Vous avez une voix toute jeune. Puis merci. Ben oui, de toute façon, 50, c'est le nouveau 30, on le sait. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler, Maxime. Vraiment, merci beaucoup. Beaucoup de monde qui... il y a même quelqu'un qui dit « Je suis pro-célibataire depuis longtemps ». Ouais, jamais été sur les applications de rencontre. Fini les relations compliquées. Heureux seul, mais je dois avouer que lorsque je vois une belle femme pas capable de lui parler, donc une perte complète de confiance, ça c'est Daniel qui nous mentionnait ça. Un conseil pour Daniel? Ben non, mais c'est parce que c'est sûr que c'est difficile de briser la glace quand c'est comme ça, c'est spontané. Moi, c'est pour ça que j'essaie de créer des groupes où t'as pas à briser la glace, elle se brise d'elle-même. C'est ça l'objectif. Puis nous, c'est sûr que c'est un groupe que de gens qui veulent du long terme. Ah ouais? Ça, c'est un prérequis? C'est un prérequis dans les activités. Non, notre groupe, boom, ça n'existe pas chez nous. Non? Donc, en partant, c'est une rencontre de personnes qui cherchent la même chose. Fait qu'on n'a pas besoin de se poser la question. Cette question-là est réglée.
OK. On passe des gens qui à l'autre veulent des étape. relations long terme. Exact. Après, tu peux Après, il y espérer a jusqu'à plein la d'autres fin sortes de de tes groupes, jours, mais bon, on te le souhaite, mais bon, des fois, la vie est en ce qu'elle est. Ben non, mais Les on chances peut pas le se promettre, non. mais on a un objectif. Après, on peut jamais promettre ça, là, c'est sûr. Mais est-ce que... Bon, je voyais le commentaire de Francis, il mentionne j'ai besoin d'aide pour rencontrer. Est-ce que ça se peut aussi que les gens, ils veulent aussi peut-être sortir, pas du célibat, mais de la solitude? C'est-à-dire qu'ils sont, tu sais, tu te sens seul. Là. Moi, ça fait 2 semaines, exemple, là, s'il n'y a rien là, mais j'imagine peut-être dans 1 an, 2 ans. Il faut commencer par sortir de la solitude avant de sortir du célibat, je pense. C'est ça. En partant, il y a un processus à faire, puis ça ne sera pas tout seul. Fait qu'il faut absolument sortir de chez soi. Il faut créer les opportunités. Puis moi, je pense que, écoute, moi, je suis contre les profils. Fait que c'est sûr que je peux pas prêcher pour cette paroisse-là, là. Mais le direct et le contexte relax et amical, c'est tellement la meilleure façon de rencontrer. Puis pas se dire peut-être, Lysia, faut que je rencontre. Non, ça marchera pas. Non. Et puis il y a aussi un processus, il y a toute une éducation à faire en arrière de ça, justement pour enlever toutes nos vieilles habitudes de ce que j'appelle la liste d'embauche, là, le checklist qu'il faut qu'on aille, puis de prendre ça à la poubelle, de dire OK, focus sur ce qui est vraiment tes priorités, mets en 5, le reste laisse ça de côté. Puis vraiment, vas-y avec la vibe du moment. Est-ce que les hommes et les femmes veulent les mêmes choses? De façon générale, quand même. C'est surprenant. Homme-femme ou non-genré ou gay aussi. Le Pierre nous parlait de relations aussi. Mais l'approche homme-femme est tellement différente. Puis souvent, l'approche homme va déplaire à l'approche femme. L'approche femme va déplaire à l'approche... En tout cas, bref, ça aussi, on se rejoint pas. On veut la même chose, mais l'approche n'est pas la même. Les gars approchent comment? Puis les femmes approchent comment? Non, mais en fait, c'est parce que les hommes sont beaucoup plus ouverts à rencontrer plusieurs personnes. Je vais pas mettre tous les hommes dans le même panier, là, mais beaucoup. Tandis que les femmes veulent être choisies dès le départ. Mais on peut pas être choisi dès le départ si on se connaît pas. Mais l'homme, lui, reste ouvert à rencontrer plusieurs femmes à la fois. Fait que là, la femme, elle se dit, moi, je veux pas être la 3e du paquet. Mais en fait, en même temps, il vous connaît pas. Non. Fait que pourquoi s'engager maintenant? Mais il reste ouvert. Donc, il y a plus de chances, il va rencontrer généralement plus vite un homme qu'une femme aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour du boum boum, chiki chiki, bang bang? Non, moi, j'en ai pas. Non? Ils le disent pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'histoires. Je connais beaucoup de choses. Sur les réseaux, sur les applications, par exemple, bien des gens qui disent applications, ça vaut plus rien. Là, il y a quand même beaucoup de ça. Là. Il va en avoir assurément. Ouais. C'est sûr, je peux pas tout filtrer, mais je veux dire, de façon générale, c'est pas la philosophie du groupe. Si c'est ce qu'ils veulent, ils risquent de perdre leur temps. Ouais. Il y a quelqu'un, Francis, qui dit, en tout cas, il a commencé à suivre l'entremetteuse. Il dit, c'est mon dernier effort. Après ça, il abandonne. Après ça, il devient célibataire à vie. Mais tu vois, il y a les plateformes marchent quand même pour certains. Là. Quelqu'un nous mentionne, ça fait 10 ans que je suis avec ma conjointe, je l'ai rencontrée sur Tinder. Tout est possible. Là. Toutes les possibilités sont bonnes. Après, c'est de savoir celle qui fonctionne pour nous. Voilà, évidemment. Exactement. Merci beaucoup. L'important, communiquer. Communiquer, tu sais, bien communiquer. La communication dans un couple, là, c'est une bonne base. L'humour, la fluidité, là, faut que ça s'en aille là avec la communication. Fluidité, ça veut dire. Ben, la fluidité dans tout, là, tu sais, il n'y a pas les non-dits, toutes ces affaires-là qui fait que ça brime. Exactement. Être bien ouvert. Merci. Lysia Carrier, alias l'entremetteuse. Vous pouvez aller la suivre. Et donc, il y a des rencontres demain. D'ailleurs, demain. Après, on en a tout le temps. Bon. Et dans toutes les régions du Québec. Presque. Pas encore. Merci beaucoup, Lysia. Tout de suite, après la pause. Je vous le dis pas tout de suite. Restez là. On revient tout de suite. Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je ne sais pas si vous le savez, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Ça se déroule jusqu'au 7 juin. Je voulais qu'on en parle parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et ça touche de plus en plus de Québécois. Il y a énormément de gens là, qui vivent en situation de handicap, qui s'occupent de leurs proches, de leurs enfants. Je pense que c'est important de donner une place à tous ces citoyens et citoyennes. Et je voulais donner la parole à quelqu'un qui s'implique concrètement pour faire une différence. En fait, plusieurs personnes, j'ai 2 gens ici qui s'impliquent vraiment de façon, dire active, le mot est faible. Je pense que ils doivent pas dormir beaucoup la nuit, tous ces deux personnes. Je vous présente Jean-Faby, un entrepreneur bien connu, philanthrope tout autant connu. Merci d'être là, Jean-Faby. Ça fait quelques années qu'on s'est croisés. Ouais, la dernière fois, c'était au cabaret Mont-Royal que vous avez rendu une légende. Vous-même, vous êtes une icône de la philanthropie. Et vous avez... parlez-moi du Camp Papillon, parce que le Camp Papillon, c'est votre action la plus importante, je pense qu'on pourrait dire ça, en matière de aide aux personnes en situation de handicap, des enfants beaucoup. C'est que le Camp Papillon, c'est la renommée de la Fondation.
Mais les autres activités, comme les répits, la garderie, c'est 24/7, 365. Alors, le camp est souvent utilisé, mais c'est pas constant. Alors, la Fondation, très active, tous les niveaux des personnes qui vivent avec un handicap, dont le fameux camp Papillon qui existe depuis presque 90 ans, 95 ans. Voilà. Jean Duchesneau est président de la Fondation Papineau. C'est aussi notre garagiste en résidence. Il vient souvent nous parler de pneus et de pièces. La dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, Jean. Merci d'être là. Tous les deux, là, vous êtes des vieux chums aussi, on peut le dire? Des vieux chums de philanthropie? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. On s'est connus quand M. Fabi a démarré le cabaret et deux personnes, disons, assez impliquées, dynamiques, puis qui veulent faire avancer les choses, fait qu'on s'est toujours bien entendu. Parlez-moi du camp Papillon, Jean Duchesneau. Oui. Bien, le camp Papillon, comme M. Fabi disait, existe depuis bientôt 90 ans. La Fondation Papillon va fêter son 100e anniversaire en 2030. Alors, c'est une organisation but non lucratif qui est dédiée pour venir en aide aux familles de tous les types de handicaps, que ce soit physique ou intellectuel. Alors, pourquoi vous vous êtes intéressé à ça, Jean-Fabi, puis ensuite Jean Duchesneau? Pourquoi vous impliquez avec les personnes en situation de handicap? C'est que, d'abord, on a toujours été impliqués dans le milieu qualitatif, organiser des événements. J'ai organisé des événements équestres à Bromont. Un bon matin, l'ancien président, Alain Picard, m'a dit, viens visiter la Fondation. OK, on va aller visiter la Fondation. On a fait le tour et je suis sorti de là. Et de là à mon bureau, je pense que j'ai passé une boîte de Kleenex. J'en revenais pas. Qu'est-ce que vous avez vu? Qui vous a touché? Des jeunes avec des handicaps. Et pour résumer, il n'y a pas longtemps, on a fait une activité, puis un des jeunes handicapés, à la fin de la soirée, il voulait nous remercier, puis il y avait d'autres jeunes qui étaient nous handicapés. Alors, il dit, vous savez, c'est pas de notre faute. On est venu au monde de même. Alors, quand on visite le centre, ça nous amène à la réalité. Tu sais, moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, même des arrière-petits-enfants. Tu sais, tout le monde est en forme, ils jouent, tout le monde a du plaisir. Là, tu vas là, puis heureusement qu'il y a la Fondation Papillon. On voit des sourires. On voit des jeunes qui auraient finalement pas grande raison de sourire, mais les employés, les gens, les conseillers de la Fondation réussissent à les faire rire. Puis le camp Papillon, Jean Duchesneau, c'est aussi un endroit, je pense qu'il y a des dizaines de milliers, pour pas dire des centaines de milliers de jeunes qui sont passés par le camp Papillon. C'est vraiment un camp de vacances où ils font plein d'activités. Il faut savoir que le camp Papillon, on parle de 75 bâtiments. C'est un village. Tout est adapté pour eux. Et le mot d'ordre est « tout est possible ». Alors, que ce soit tous les types, l'hiver, on leur fait faire du ski à Saint-Côme, on leur fait faire du ski nautique l'été au bord du lac où nous sommes. Alors, on veut que ces jeunes-là, moi je dis tout le temps, ma plus grande fierté, c'est quand un jeune qui vit en situation de handicap retourne chez lui puis qui dit à son frère, j'ai fait du ski nautique, j'ai fait ça, puis son frère il dit, mon Dieu que t'es chanceux. Ça là, on a fait notre job à ce moment-là, c'est comme ça. Exactement. Est-ce que, je disais tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées, ça touche énormément de Québécois, de familles, de ménages. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez, Jean-Fabi? Non, pas vraiment. D'ailleurs, c'est un sujet un peu gênant, tabou, pour les gens. Beaucoup de gens. Moi, au début, j'arrivais à côté d'une personne en handicap dans un fauteuil roulant. Puis là, je dis, vous saviez pas trop comment agir? Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut pas que je fasse mal, tu sais. Et quand on a fait le lancement du livre la semaine dernière, on a eu... Vous parlez de votre biographie, là. Osez! J'allais y venir, vous inquiétez pas. mais ce que je voulais vous dire, c'est on a des donateurs qui sont venus. Et Jean leur a fait une visite du site et les gens ont été touchés. Là, c'était du vrai. Mais vous dites, il y a encore un tabou autour de. Mais c'est-à-dire que les gens ils ont une petite gêne. C'est pas tout le monde qui est capable. Moi, j'ai un bon ami qui s'appelle Martin Deschamps, puis j'ai fait des séries documentaires avec lui, puis j'ai tellement de gens que je connais qui sont en situation de handicap que je suis surprise que vous me disiez ça. J'avais l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins ça, mais je dois quand même. Ça m'a frappé cette année. Je me dis, voyons, pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Jean Duchesneau. Oui. Mais moi, il y a une chose que je veux mentionner, puis je sais que M. Fabi ne le dira pas. Mais à la Fondation Papillon, il y a 10 ans,
M. Fabi a pris l'initiative de faire construire un centre de recherche et de stimulation. Donc, dans nos locaux à Montréal, quand on a des jeunes qui leur médecin va découvrir qu'ils ont un type de handicap, ben on a un centre de stimulation parce qu'on sait que le réseau de la santé, des fois, ça peut être long avant qu'on puisse avoir un rendez-vous avec le spécialiste. Hey boy. Ouais. J'appelle ça notre petite usine à faire des miracles. On a des spécialistes, des ergothérapeutes qui sont là pour être capables de faire garder des acquis à ces jeunes-là ou de leur donner tout ce qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent se développer. Alors, ça en est des exemples. On peut faire du bénévolat. Il y a beaucoup de façons d'aider dans la vie. Ouais. Mais ça, je peux vous dire que c'est assez particulier. On a des gens du domaine de la santé qui sont venus chez nous en nous disant qu'on avait la chance d'avoir un équipement à la fine pointe. Et vous faites la différence, vous faites une différence énorme. Là, quand je parle de statistiques, là, c'est 21% de la population québécoise qui est en situation d'handicap, au moins une incapacité. Des fois, elle n'est pas toujours visible non plus. C'est pas forcément des gens en chaise roulante. Là. C'est plus d'un demi-million de personnes de 15 ans et plus. Fait que ça inclut même pas les enfants qui vont... il y a des petits là, qui vont au camp papillon. Là. Et il faut quand même le dire aussi, on aurait pu parler d'emploi parce qu'il y a le tiers des personnes qui sont en situation de handicap qui sont pourtant aptes au travail. Fait que vous avez peut-être raison, Jean-Fabi, de dire qu'il y a encore du tabou parce qu'elles sont sans emploi souvent. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, comment ça se fait qu'on va pas aller dans cette talle-là de gens qui, oui, ont une certaine incapacité à différents niveaux, mais qui sont tout à fait aptes au travail. Je tenais à le dire, je trouve que c'est important. Olivier, on a des gens là, qui veulent rendre hommage au camp Papillon. En effet, Nicole de Verdun, 187 Cube Radio, remercie en fait la Fondation Papillon. Elle a eu le droit au camp de Saint-Alphonse de Rodriguez, en fait, là, dans les années 60, lorsqu'elle allait à l'école Victor Doré. Donc, elle remercie énormément. Et là, on a Dave aussi qui mentionne il y a un camp Papillon aussi à Otterburn Park. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a seulement un, en fait? Est-ce qu'il y en a plus qu'un dans la région? Les deux camps appartiennent à la Fondation Papillon. Et le camp Papillon dans la région de la Naudière et en Montérégie, à Otterburn Park, c'est le camp de Grand Prix du nom d'un grand donateur de la Fondation. Et ce camp-là est dédié à une clientèle autiste. Ah, bon. Et puis là, on parle d'engagement caritatif, de philanthropie. Vous parlez de généreux donateurs, Jean Duchesneau. Votre biographie, justement, Oser, Jean-Fabi, c'est une histoire de générosité. C'est toutes vos rencontres. Il y a une préface de Laurent Baudouin, de Bombardier, qu'on connaît bien. Puis vous dites péripéties inédites de votre histoire familiale. Mon Dieu, quelle vie vous avez eue. Et elle continue. Puis je pense que vous auriez aimé être un chanteur dans la vie, ça on le sait. Tous ceux qui sont déjà allés au cabaret du Mont-Royal le savent. Il y a toujours le moment où Jean-Fabi pousse la chansonnette, n'est-ce pas? Oui. Mais tout ça, c'est aussi, tous les deux, là, vous êtes des gens qui arrivent à convaincre qu'il faut donner pour le bien des autres. C'est devenu quand même plus difficile, ça, aujourd'hui, non? Pas vraiment. Non, vous ne trouvez pas? Pas vraiment. C'est que moi qui suis quêteuse à mes heures pour des causes, je trouve ça difficile. Les gens que j'ai sollicités à travers les années, d'abord, il y a eu une complicité avec Jean dès le départ. OK. Dès le départ, je dis, écoute, voici ce que moi je voudrais faire pour vous aider. Il dit, c'est parfait, on est d'accord. Alors, quand on est bénévole, faut en grande partie faire ce qu'on aime, parce que si on n'aime pas ça, on ne le fera pas longtemps. Exact. Alors, moi, ça fait 15 ans que je suis avec la Fondation, parce que j'aime aider la Fondation, mais aussi parce que j'ai eu du fun à aider la Fondation. Oui, puis ça, c'est important de le dire, là. Je ne l'ai pas dit depuis le début, mais le mot bénévole est tellement important. Vous faites ça depuis des années, là. Puis c'est votre vie, c'est des heures, j'ai l'impression que ça fait partie de vous, de votre ADN. Je crois que d'abord, le bénévolat, il y a la philanthropie financière, puis il y a la philanthropie de bénévoles. Et la philanthropie bénévole, c'est un facteur égalisateur, que ce soit ton temps, le temps de Jean, le temps de Laurent Baudouin, peu importe, on a tous 24 heures d'une journée. Quand je donne 1 heure, je donne 1 heure de ma vie. Alors, peu importe où, qui, quand, comment, c'est un don généreux. Alors, on a, à travers les années, sollicité les gens. Puis, mon épouse, tout le temps, t'es pas tanné de solliciter tes chums puis le monde que tu connais. Non. Qui des fois disent, voyons, encore toi. Ben oui, c'est cette époque-là de l'année. Mais ils disent avec plaisir. OK? Alors, les gens sont généreux. Il s'agit de canaliser leur générosité. Alors, c'est la Fondation Papillon
finalement, c'est dans le cœur de tout le monde. C'est des enfants, etc. Ouais. Il y a d'autres fondations, d'autres OBNL qui sont plus loin de la personne. Ils vont dire, non, moi, j'ai choisi de donner à telle place. Ouais. Mais ils donnent c'est quand correct. Même. C'est ça, l'important, est-ce que tout le monde devrait avoir une cause? Non. Embrasser une cause puis dire, regarde, je veux donner, j'ai pas d'argent, mais j'ai du temps. Moi, donner un petit peu de temps. C'est ça. D'autres, j'ai pas de rentant, mais j'ai de l'argent. Fait que je vais donner. Exact. Il faudrait que tout le monde embarque là-dedans. Et il faut les motiver. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai dit à des amis qui ont pris leur retraite, va-t'en pas à la maison puis regarde la télévision, là. OK? T'as été trop important pour toi-même dans la vie. Fais quelque chose. D'ailleurs, dans le livre, je finis en disant aux jeunes, parce que j'essayais de parler aux jeunes, puis je dis aux jeunes, vous savez, la vie est à la fois courte et longue. Okay? Vous dites, et je vous cite, « Il ne reste que le souvenir des plaisirs vécus en groupe pour une cause méritoire et la grande satisfaction du devoir accompli. » Et là, c'est votre fille Brigitte qui a pris la relève à la Fondation Papillon. Elle est devenue membre du conseil d'administration. Toute la famille se met là-dedans, finalement. Là. Oui, puis on apprend à la maison. Voilà. Il faut montrer l'exemple. Exactement. Il faut inspirer nos jeunes. Il faut oser. Excellent titre. Merci. Jean-Faby, merci beaucoup d'être venu nous voir. Jean Duchesneau, toujours un bonheur de vous voir. Beaucoup. Merci bien. Merci. On s'arrête ici. Tout de suite après la pause, on va parler de cette tendance du BookTok. On vous dit tout là-dessus tout de suite après. Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. La lecture connaît un véritable regain de popularité. C'est tellement incroyable et notamment grâce à quoi? Vous n'allez pas en revenir? Grâce aux réseaux sociaux. Il y a même une tendance qui s'appelle le BookTok et je vous présente tout de suite mes invités. Elles sont au cœur de cette tendance. D'abord, une collègue, notre gestionnaire de contenu numérique, la fabuleuse Jessica Giroux, qui est aussi créatrice de contenu littéraire sur TikTok. Merci d'être là, Jessica. T'étais pas loin, faut dire. Non, j'étais juste à côté. Et son autrice, une de tes autrices préférées, je pense. Tu peux dire l'autrice préférée. D'accord. Alors, ton autrice préférée, Marie-Christine Chartier, autrice, scénariste, humoriste. Merci beaucoup d'être là, Marie-Christine. Merci à vous. On a d'ailleurs 2 de vos livres ici. Oui. Je vais te demander de les présenter, peut-être, Jessica? En plein cœur de Saturne, c'est beau, c'est brut, ça fait mal. C'est l'histoire d'une fille qui doit composer avec son anxiété et son conjoint doit naviguer dans les eaux troubles de son anxiété. Ils vont essayer de régler ça ensemble. Ça fait vraiment mal, mais c'est accrocheur. Tu lis ça en un après-midi. Puis Oasis, c'est une autofiction qui parle un peu de ton histoire à toi. Oui, absolument. On est plus dans le milieu de l'humour. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour, ça fait à peu près 4 ans maintenant. Puis je me base un peu sur toutes les réussites professionnelles et quand on compose avec ça versus quand notre vie personnelle tombe un peu en lambeaux. Et là, ce qui est très drôle, vous allez nous expliquer la tendance du BookTok. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais j'aimerais ça, Seb, qu'on fasse entendre le premier extrait. Donc, justement, parce que Jessica, t'es sur TikTok. Ça s'appelle « J'essaie de lire ». Ouais, un petit jeu de mots avec Jess. Voilà, j'essaie de lire. Ben oui, quoi, coudonc. Ben oui, toi. Ben oui. J'essaie de lire et moi, j'ai tout vu, là. Je suis tombée dans tes affaires. Je t'ai trouvée tellement incroyablement bonne que j'ai été voir plein de tes TikTok. Mais il y en a un où tu interpelles ton autrice préférée. C'est Marie-Christine Chartier et Marie-Christine Chartier seulement. Si tu n'es pas Marie-Christine Chartier, tu peux défiler. OK? Marie-Christine Chartier, c'est toi, c'est moi. Là. On peut-tu faire des livres plus longs, Marie-Christine, s'il vous plaît? Parce que pourquoi, chaque fois que je prends un de tes livres, je passe au travers en 3 heures? S'il te plaît, j'en veux plus. Puis aussi, là, ça te tente pas de mettre un avertissement avant de m'arracher le cœur à 2 mains nues, tout le temps, chaque fois? Parce que le gouvernement du Canada a commencé à mettre des étiquettes là, quand la bouffe était trop dangereuse pour la santé. Ça te tente pas de mettre une étiquette sur tes livres, genre « Hey, danger peut avoir un cœur brisé à la fin de ce récit. » Wow. Et ça, c'est très drôle parce que tu la connaissais pas, Marie-Christine. Et ça, c'est la beauté des réseaux sociaux et de TikTok. Tu vois ça, Olivier? C'est comme fabuleux. Puis Jess, t'es tellement bonne. Mon Dieu, c'était incroyable. Surtout dans toi. Si on revient, c'est sûr que t'es chroniqueuse d'ici. Bref, tout ça pour dire que tu ne connaissais pas, mais tu l'as interpellée. Et là, ton autrice s'est mise à répondre. Ouais. Parce que vous preniez des notes. Marie-Christine, c'est très drôle quand on vous voit, genre, OK, écrire des romans plus longs. C'était des très bons points, de un. J'étais comme, bien sûr, mais il y a quelque chose de tellement rafraîchissant de pouvoir avoir cette interaction-là. Moi, je trouvais ça fascinant de dire, OK, cette personne-là que je ne connais pas a fait cette vidéo sur Internet en voulant m'interpeller, ben je vais lui répondre. Puis c'est ça la magie de pouvoir, justement, sur BookTok, mais pouvoir interagir avec ses, je vais dire fans, mais ses lecteurs, ses lectrices, les gens qui sont investis dans ce qu'on met de l'avant, c'est malade, là.
Exactement. Et le BookTok, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des gens comme toi, Jessica, qui ont un travail qui est pas forcément d'être une autrice mais qui sont des dévoreuses de littérature, de toutes sortes de choses. Toi, tu lis 130 livres par année, quelque chose 137 l'an dernier, oui. 137. Ouais. Alors, tu en lis, tu en gobes et tu as visiblement une capacité à pouvoir bien les résumer et bien les vendre. Ben, merci. C'est une passion, mais ça fait vendre des livres, Marie-Christine. Ben, c'est une toute nouvelle façon, je pense, d'aborder justement la vente, le marketing littéraire. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon premier L'allégorie des truites arc-en-ciel, je le maintiens qu'une chose qui a fait que ce roman-là a fonctionné, c'est qu'on l'a vu partout. Le premier été, sur Instagram, les filles prenaient des photos sur le bord de la piscine en prenant leur petit rosé l'été avec leur café. On voyait la couverture, on l'a tellement vu qu'à un moment donné, les gens se sont dit, ben voyons, c'est quoi qui se passe avec ça? Puis il y a aussi l'aspect, on s'attache à certaines créatrices, créateurs de contenu qui vont nous parler de certains romans, mais à qui on va faire confiance. Moi, j'en ai aussi là, que je suis que si cette personne-là me parle d'un roman puis qu'elle a trippé là-dessus, je sais que généralement, nos goûts s'alignent. Ouais. Puis je vais aller chercher le livre sans vraiment me poser plus de questions que ça. Ben ça, et puis je pense que c'est l'occasion de poser une question à nos auditeurs. Est-ce que, justement, vous avez embarqué dans cette tendance du BookTok? Est-ce que vous vous fiez à d'autres aussi? Est-ce que vous êtes influencé un peu, comme Marie-Christine vient de nous le dire, par les commentaires des autres? Mettons que Jessica Giroux vous dit, hey, ça, absolument à lire, allez-vous l'acheter? Oui, parce que ça, bouche à oreille un peu, dans le fond. Oui, peu, c'est une nouvelle façon de le faire. Oui, exactement, à travers les réseaux sociaux. Donc, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Mais là, je peux poser une petite question. Tu peux tellement. Parce que là, Jessica, on travaille ensemble. Toi, le gars qui lit pas tant, finalement. Moi, le gars qui lit 130 livres moins 130 par année. Mais je dis ça, mais tu sais, on lit beaucoup d'articles, on est toujours dans l'actualité, mais c'est sûr que me divertir au travers de la lecture, c'est difficile. Parce que t'as pas trouvé le bon livre. Oui, mais c'est le temps aussi de m'asseoir. On dirait que je suis un gars qui parle de s'asseoir 2 secondes, mais je sais que je devrais. Parce que c'est audio. Voilà. C'est la solution. C'est ça que j'allais demander. C'est la solution. Comment avoir la piqûre, comment embarquer dans le mouvement, là, mis à part la promotion. Je suis certaine que de un, pour les gens qui sont tout le temps, justement, excusez-moi, mais on the go, qui sont tout le temps dans leur voiture, qui sont des gens aussi qui, des fois, ont de la difficulté avec la concentration assise à juste lire un livre. Le livre audio, c'est une excellente porte d'entrée pour ça. Puis honnêtement, un premier livre audio, c'est spécial. C'est weird, c'est pas toujours une belle expérience. Il faut en écouter une coupe pour commencer à comprendre pour commencer à aimer ça. C'est mon opinion. Deuxièmement, c'est trouver justement des gens peut-être en ligne où moi, il y a des créateurs qui vont parler de, par exemple, peut-être que toi, c'est plus les essais qui te parlent. Peut-être que c'est plus les biographies. Peut-être que c'est, tu sais, il y a la fiction qui existe, puis il y a les livres qu'on voit souvent passer, puis qui sont les livres populaires du moment, mais il y a toutes sortes de branches de la littérature qui existent. Est-ce que c'est les BD? Est-ce que c'est les livres illustrés? On a une panne au Québec, c'est foisonnant de différents styles de livres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis c'est d'essayer des affaires aussi. Puis ça, des fois, c'est aussi de les louer. Bibliothèque, comme ça, j'ai pas dépensé de l'argent. Fait que si je l'ai pas lu, je me sens pas mal, je le ramène, j'en essaye un autre, puis éventuellement, tu vas pogner une niche qui te plaît. Voilà. Et cette tendance-là du BookTok répond à ça, justement. Tu sais, à ta question de dire, OK, mais je commence comment? Voyons, écoute, Jess, toi, t'es la preuve vivante que les gens en veulent, sont avides de ça, parce que t'as commencé ça sporadiquement, un peu ici et là, puis là, maintenant, tu fais ça tous les jours? J'en fais une par jour. C'était mon défi de 2026. Je m'étais dit, voyons voir où ça peut me mener. Et depuis le début de l'année, j'ai doublé plus mes abonnés parce que les gens, plus t'en publies, plus ils en veulent. Ouais. Et justement, comme Marie-Christine Chartier disait, plus il y a une espèce de lien qui se crée. Et les gens, dès que je recommande un livre, s'ils ont écouté mes anciennes vidéos, on a aimé pas mal les mêmes genres de livres, mais ils vont tout de suite me faire confiance. Fait qu'il y a plein d'auteurs que j'arrive à mettre de l'avant comme ça, ou des livres qu'on voit peut-être pas passer sur les réseaux sociaux qui vont pouvoir gagner en popularité juste à cause de ça. Est-ce que tu as une talle de livres en particulier? Es-tu plus roman? Est-ce que tu es essai? Ou tu es vraiment comme une lectrice, genre... tout est ouvert. Je suis une poule pas de tête. Ouais. Je lis n'importe quoi. Tu lis tout, même les derrière de boîtes de céréales. T'es comme moi. Absolument. Mais souvent, le thriller, c'est ce qui m'a fait connaître. Les gens adorent Patrick Sénécal. Moi, je dirais Patrick Sénécal, Marie-Christine Chartier, les auteurs qui ont la plus grande unanimité sur les réseaux sociaux. Jamais vu de critique. Bien rare. Ouais, Patrick, on a eu à l'émission, puis qui est fabuleux, même. Puis quand il parle d'ailleurs de ses romans aussi. Mais pour toi, tu dis que c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Ben, tellement. J'ai toujours adoré les livres. Quand j'étais jeune, je pleurais parce que j'étais la seule de ma famille qui n'arrivait pas à lire. On m'a appris à lire
à 4 ans parce que je voulais lire. Je me sentais exclue de pas pouvoir lire. J'ai jamais arrêté. C'est vrai? Ouais. Mais pas parce que tu avais un petit enjeu de lecture. Non, c'est juste parce que je voyais ma famille lire. Ma soeur tu disais, moi, je suis petite puis je veux commencer tout de suite. Je veux faire partie de la gang. Moi aussi, je veux lire le soir avec ma mère, ma soeur. Fait que tu as eu l'exemple à la maison. C'est ça. Je pense que c'est important de lire avec vos enfants. Ça va leur donner envie de faire la même chose que vous. Faire traîner des livres un peu partout dans la maison. Exact. Le soir, après le souper, je lis une petite demi-heure. Ton enfant va peut-être venir te rejoindre. Dites-nous comment vous encouragez la lecture chez vous aussi, tiens, en même temps. Puis est-ce que vous suivez la tendance BookTok? Puis si vous voulez, avez-vous des livres que vous pouvez nous conseiller? Pourquoi pas? On se jase de ça pour les minutes qui restent tout de suite après. Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Mes invités, Jessica Giroux, créatrice de contenu littéraire sur TikTok depuis maintenant 2 ans et elle a créé sa petite communauté de plus en plus suivie, plus de 5000 personnes qui te suivent et tes commentaires sur toutes sortes de livres. Elle fait vendre des livres, entre autres ceux de mon autre invitée, Marie-Christine Chartier. Oui, je te dois un pourcentage. Je le prends. Et on a plein de commentaires, Olivier. Ben oui, on a des bébites à livres dans les commentaires présentement. Et c'est positif, c'est le fun de voir ça. Là, il y a Tania de Mirabel qui mentionne « Wow, c'est le fun de parler de livres comme ça. » Et oui, j'aime bien me fier à des opinions pour choisir des livres. C'est le cas aussi de Karine. Elle dit le BookTok est tellement une belle communauté. J'ai débuté mon compte il y a 3 ans et j'ai tellement fait de belles rencontres, dont Jessica d'ailleurs, qui est maintenant une bonne amie. J'ai rencontré plein de créateurs et auteurs-autrices. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. Oui, et c'est vraiment génial. Voilà. Et Bruno de Montréal-Est, il mentionne, moi, je me suis donné un objectif de 20 pages minimum par jour. Wow. Je suis à 3 livres de terminer en 1 mois. Je ne lisais jamais avant. Peut-être un bon truc pour moi, ça, Bruno. Bravo, Bruno. Oui, merci, Bruno. Oui, exactement. Puis Tania qui dit, c'est vraiment chouette de parler de livres comme ça. Puis elle se fie à des opinions, justement. C'est ça, c'est la notion de communauté. C'est ce qu'on disait pendant la pause. Le fait de dire, j'appartiens à telle communauté, j'aime les commentaires de Jessica quand elle parle des livres et ses goûts peuvent rejoindre les miens. Marie-Christine, ça fait vendre des livres, mais ça fait aussi... C'est important parce que c'est une éducation qu'on donne. Il y en a qui font lire leurs enfants. C'est vraiment... Ça ouvre tellement l'esprit, donne une société qui est omnibulée par les écrans. Tellement. Oui, on les utilise pour la bonne raison cette fois-ci, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi... Tu sais, on parle de démocratiser la littérature beaucoup. En tout cas, moi, c'est un cheval de bataille pour moi de rendre ça accessible. Puis je pense que d'en parler justement avec des gens, de connecter avec des gens sur une plateforme, de dire hey, « moi, j'ai lu ça, toi, tu lis quoi? » Puis il y a aussi... je pense que dans le BookTok, en tout cas, dans le BookTok québécois, il y a pas beaucoup de jugement dans ce qui est lu, ce qui mérite d'être lu, ce qui devrait être lu. Fait que ça c'est justement, ça démocratise un peu l'idée de hey, l'important, c'est de lire. C'est pas de lire toutes les choses qui sont super encensées. C'est juste qu'est-ce que toi t'aimes, puis partage-nous le don. Exact. Puis tu disais tout à l'heure, il faut trouver ton livre. Tu disais, Olivier, tu n'as pas trouvé ton livre encore, mais et ça, on a sans doute un livre chacun. Moi, je suis persuadée, je suis une défendresse. Je suis tellement certaine que tout le monde peut aimer lire. Faut juste trouver quoi. C'est ça. Je vais il faut commencer. C'est drôle parce que tu disais aussi tout à l'heure pendant la pause, c'est pas obligé d'être une nouveauté, hein, Marie-Christine vient de le dire. Il y a des livres qui sont revenus au goût du jour, justement parce qu'on a vu une ou l'autre. Souvent, c'est des vedettes. Je vous parlais de Reese Witherspoon là, avec son book club qui fait juste dire oh, I love this book. Puis tout le monde se garage dessus. Absolument. Mais il y a des exemples aussi qui ont redonné vie, une seconde vie à des vieux livres même. Oui, ben il y a Claire Holt qui est une actrice européenne, je crois, qui a été vue en train de lire une série qui s'appelle Un palais d'épines et de roses, qui était ma foi déjà très populaire, mais ça a recommencé encore. Les gens en parlaient. Est-ce qu'elle va jouer dans le film? Est-ce qu'il va y avoir une adaptation qui s'en vient? Fait que ça fait parler les gens, puis ça donne envie aux gens de faire partie de la communauté puis d'embarquer dans le mouvement. Mais ça prend du temps, par exemple. Là, toi, t'es rendu 1 par jour. Faut toujours bien lire autant de livres. C'est beaucoup de temps, là? C'est beaucoup de temps, mais pas de pression. Advenant le cas que j'ai pas le temps de lire, ben je peux toujours parler des livres que j'ai lus dans le passé, je peux parler des livres qui m'ont marqué au secondaire, je peux parler de, tu sais, il y a tellement de la lecture, c'est pas juste lire, c'est aussi partager sa passion avec les gens. Ça. Fait que t'es pas obligé de te mettre la pression de lire 10 livres par mois, tu peux lire un livre par mois puis quand même faire du contenu littéraire tant que t'encourages la lecture puis que t'aimes ça. Écoute, un livre par mois, ça ferait 12 par année. C'est beaucoup. C'est quand même pas mal, là. Un défi pour toi, Ali? Je regardais Olivier. Ben, j'ai bien vu ça. On a senti le stress monter. Moi, je l'ai senti à ma gauche, en tout cas. Il y a Jessie de Terrebonne. Tu veux Jessie? Ouais, il dit confession. Malgré les suggestions de Jess, je Jessie, suis toujours dans l'équipe d'Olivier. J'aimerais lire, mais il faut que je bouge. Ouais. Ça se peut. Mais comme tu mentionnes, audiobook, voilà, comme vous avez dit. Voilà, pour vrai, de vrai, c'est. Je sens que les gens sont difficiles à convaincre des fois là-dessus, mais l'essayer, c'est l'adopter.
Voilà. Wow. Hey, merci beaucoup. Franchement, je rappelle, Marie-Christine Chartier, vous avez écrit, entre autres, Le Garçon d'encre, l'allégorie des truites arc-en-ciel. Je pense que c'était votre premier, d'ailleurs. Oui. Oasis, et celui-là, c'est En plein cœur de Saturne. Il y en a 3 autres. J'en ai 8. 8, il y en a 4 autres. Ils sont tous excellents. Et Merci. Jess, merci beaucoup, Jess, d'avoir parlé de tous ces livres et de ta passion. Merci, Olivier Guillet. Plaisir. Merci à Hugo, Sébastien, Maxime. Merci à tout le monde. À demain. Kid.